Marco Sogic est un physicien formé dans une célèbre université, celle de Liège. Il nous a déjà gratifié de plusieurs conférences du temps de pointe et encore après. Notamment une fois, il avait parlé des mesures de la vitesse de la lumière. Donc c'est un sujet qu'il connaît bien depuis longtemps. Et il y a quelques mois, il a été frappé, comme beaucoup d'entre nous, par cet événement médiatique qui était le fait qu'on aurait, conditionnel, découvert des neutrinos qui allaient plus vite que la lumière. Je ne vais rien en dire de plus, parce que moi je ne connais pas la réponse. Lui, il la connaît peut-être, quoique il y a un point d'interrogation là. Donc, je lui cède la parole immédiatement. Merci Marco. On peut l'applaudir déjà pour l'autre. Tout le monde m'entend comme ceci, oui. Ok, merci d'être venus si nombreux. En fait, le sujet que je vais vous traiter devant vous aujourd'hui, je veux dire qu'à la fois il y a beaucoup de choses à dire et presque rien. Si vous voulez partir maintenant, c'est peut-être le bon moment. Vous n'apprendrez pas grand-chose de fondamental dans ce qui concerne en tout cas l'expérience elle-même. Alors le titre, évidemment, les neutrinos plus rapides que la lumière, on peut tout de suite se poser la question comment ils ont osé. On verra bien s'ils ont vraiment osé ou s'il y a d'autres choses à en dire. Alors bien sûr, je ne vais pas résister au plaisir quand même de vous envoyer un petit peu de culture dans les gencives, parce qu'en général, d'une fable bien connue, qui est celle du lièvre et de la tortue, tout le monde connaît le premier vers, mais pas les autres. Alors nous allons la lire ensemble, ça vous rafraîchira un petit peu la mémoire. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains de lait bord. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait, lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant dit du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains, la tortue arriva la première. Eh bien, cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? Alors ce que la légende ne dit pas, c'est ce que la tortue a fait du temps qu'elle a trouvé à récupérer après. Ce n'est pas un conseil que je vous donne, évidemment. Si vous voulez en profiter quand même, pourquoi pas? Alors nous allons vous dire aux choses sérieuses maintenant. Donc l'annonce faite au CERN, c'est Dario Autiero, qui est un des chercheurs du CERN, un des expérimentateurs qui l'a fait. Je vous la résume évidemment, puisque vous la connaissez trop bien, cette annonce. Donc c'est l'expérience Opéra que nous allons détailler un peu plus tard, qui annonce une anomalie dans le temps de vol des neutrinos allant du CERN au Gran Sasso. Le résultat d'Opéra se fonde sur l'observation de plus de 15 000 événements neutrinos mesurés au Gran Sasso et semble indiquer que les neutrinos se déplacent à une vitesse 2-10-5 supérieure à celle de la lumière. Il faut comprendre évidemment en vitesse relative, donc elle se déplace de 100 millièmes par rapport à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire en fait ici 6 km par seconde, donc 200 millièmes de 300 000 km par seconde. Compte tenu de l'importance d'un tel résultat, des mesures indépendantes sont nécessaires avant qu'il puisse être infirmé ou confirmé. Et remettre en cause la théorie de la relativité d'Einstein. Alors vous voyez que en fait le phénomène est connu depuis très longtemps, mais je vous ferai quand même remarquer ici, si vous êtes observateur, 2 ou 3 anomalies. Regardez bien le dessin car vous serez interrogé à la fin de la conférence sur les anomalies. Vous connaissez bien le dessin, mais enregistrez quand même quelques détails tant qu'il est temps, parce que la dia va bientôt disparaître. Voilà. Alors nous allons d'abord faire quelques petits rappels sur la lumière. Certains d'entre vous retrouveront sans doute ici les diapositives que j'ai
projeter à une autre occasion, mais qui sont intéressantes toujours à rappeler parce que ce sont des choses fondamentales qu'il ne faudrait jamais oublier. Donc je vais brièvement vous parler un petit peu de la nature de la lumière. Est-ce que c'est une onde, une particule, ou à la fois onde et particule? Nous allons rapidement rappeler comment on fait pour mesurer la vitesse de la lumière, et nous allons voir que ça débouche sur une nouvelle définition du mètre depuis une quarantaine d'années, il me semble. Alors vous connaissez tous ces phénomènes, je ne vais pas non plus m'attarder outre mesure dessus. Donc vous connaissez le phénomène de réflexion de la lumière, la lumière qui tombe sur un miroir, la lumière qui est réfractée ici, et qui supporte une explication par les ondes ou par les corpuscules du temps où on le croyait encore selon Newton. En fait, Newton et Huygens, donc, qui défendent le premier le modèle corpusculaire, le second le modèle ondulatoire, se sont en quelque sorte disputés, mais pas réellement bien sûr, se sont disputés, disons, la valeur de ces deux théories. Donc Newton croyait pouvoir interpréter les phénomènes, je ne vais pas les détailler ici, grâce à sa considération que la lumière était faite de particules. Huygens par les ondes, donc. Alors vous avez ici par exemple tous les phénomènes, je les rappelle ici en vrac, je vais citer la réflexion et la réfraction. Vous avez ici le phénomène de dispersion de la lumière blanche dans ses différentes couleurs, de l'arc-en-ciel. Vous avez ici le phénomène d'interférence de deux sources lumineuses. Lorsque deux sources envoient leurs ondes, elles interfèrent de manière à donner sur un écran d'observation ici une série de franges alternativement brillantes et obscures. Vous avez aussi ce qu'on appelle la diffusion de la lumière ou la dispersion par un réseau. Disons que le dessin pourrait servir un peu aux deux. Donc la lumière blanche qui tombe sur, on va dire, un motif régulier ici peut être aussi dispersée comme par un prisme, avec ce qu'on appelle aussi la réflexion spéculaire, c'est-à-dire comme par un miroir, speculum en latin. Alors la lumière donc peut être décomposée d'une manière qui interdit en quelque sorte l'explication par le modèle corpusculaire. Vous avez ici un phénomène semblable, qui a des analogies avec les interférences, c'est la diffraction. Vous connaissez aussi le phénomène de polarisation de la lumière. Des lunettes avec des verres polarisants vous permettent d'éviter les réflexions, disons parasites, comme on pourrait les appeler, de surfaces très réfléchissantes. Et ceci s'explique bien de nouveau par un modèle ondulatoire de la lumière, dont l'onde électrique ici du champ électromagnétique passe à travers, disons, les fentes du polariseur. Enfin, je les appelle les fentes, mais bien sûr c'est la nature physique du polariseur qui est en cause ici. Voilà. Donc pour le modèle corpusculaire, Newton envisage que la lumière peut se comporter un petit peu comme des boules de billard lorsqu'elles rebondissent ici. Vous avez aussi donc les explications par la théorie ondulatoire sur la lumière marchent très très bien pour ce qui concerne les phénomènes essentiellement que je viens de vous dire. Donc ici par exemple la diffraction soit par un réseau, soit par une fente unique, ou bien la propagation d'une onde électromagnétique. Même chose ici, vous avez un rappel du phénomène de diffraction. Vous voyez ici les ondes qui viennent interférer sur un écran ici. Alors ce qui est assez amusant, c'est que on peut aussi faire apparaître des franges de diffraction, même si on laisse passer à travers un dispositif d'interférence, de franges d'interférence plutôt, même si on laisse passer à travers un dispositif d'interférence, ce qu'on pourrait appeler des photons individuels. Donc si on défend l'hypothèse corpusculaire de la lumière, ben on voit effectivement apparaître des impacts, appelons-les tout de suite de leur nom, de photons sur l'écran d'observation, mais qui redessinent quand même des franges d'interférence ici. Donc ça peut paraître très surprenant que il y a cette espèce de mélange entre un modèle corpusculaire et ondulatoire. Mais par exemple, la diffraction ici s'explique très mal par le phénomène, par le modèle corpusculaire. Donc si vous envoyez une grêle de particules à travers une fente unique, elles vont dessiner ici un motif qui n'a pas beaucoup de sens, je vais dire, au point de vue de la théorie ondulatoire. Donc tous les phénomènes, y compris de polarisation rotatoire, comme on les appelle, vous voyez le champ électromagnétique de la lumière, enfin, le champ électrique, disons, qui est orienté progressivement dans des directions différentes par certaines substances, comme une solution de glucose. Et alors, donc tous ces phénomènes de transmission de la lumière, de propagation de la lumière, en fait, s'expliquent bien par le modèle ondulatoire. Mais vous avez aussi en 1881 un phénomène qui a été découvert, qui est l'application courante évidemment aujourd'hui, qu'on appelle l'effet photoélectrique. Donc quand la lumière tombe sur une plaque de métal alcalin, essentiellement, dont on peut arracher facilement les électrons des atomes, ces électrons peuvent être récupérés par une anode, ici positive, et constituer un courant électrique. Mais il faut pour cela que la lumière atteigne un certain seuil de fréquence, ici la lumière bleue, tandis que la lumière rouge, enfin, ce n'est pas forcément toujours rouge et bleu, mais je veux dire, il y a un seuil de fréquence en dessous duquel la lumière ne peut pas arracher des électrons parce qu'elle n'a pas en quelque sorte la vigueur nécessaire.
Il faut donc une fréquence seuil. Alors ceci ne s'explique pas du tout par le modèle ondulatoire, donc même une lumière rouge très énergétique n'arrivera pas à arracher des électrons de la cathode ici. Il faut atteindre ce seuil en question, et c'est Einstein qui l'a expliqué en réintroduisant la théorie corpusculaire de Newton, mais sous une forme, disons, en relativité. C'est un petit peu plus compliqué, je ne vais pas entrer dans tous ces détails ici. Alors, rapidement, un petit rappel aussi de la manière dont on a mesuré la vitesse de la lumière à partir des premières tentatives de Galilée. Si je rappelle ceci ici, donc vous voyez comment Galilée procédait avec un de ses assistants ici. Donc l'idée de Galilée était de se mettre sur deux collines, d'envoyer à son assistant un signal qui consistait en le fait de lever un volet d'une lanterne. Donc il aurait envoyé ainsi la lumière vers son assistant, et il demandait à son assistant de répondre. Vous voyez, ils ont l'air de communiquer entre eux. Donc il demandait à son assistant de répondre en mesurant le temps entre l'envoi, je vais dire, de son signal et celui où il le recevait de son assistant. Il espérait ainsi, par une simple division, obtenir la vitesse de la lumière. Bien sûr, il n'a obtenu aucun résultat. La vitesse de la lumière est beaucoup trop énorme. Et la première mesure sérieuse, je vous rappelle, c'est l'astronome danois Rømer qui l'a, pour la première fois, mesuré sur un phénomène astronomique. Donc vous avez ici Jupiter, qui a autour de lui quelques satellites que l'on peut observer depuis la Terre. Et les satellites en question peuvent soit disparaître derrière la planète, soit réémerger devant. Et donc ces instants de réapparition et de disparition des satellites derrière la planète avaient été comptabilisés dans des tables, mais les tables n'étaient jamais stables, c'est-à-dire qu'elles donnaient des heures qui finissaient toujours par varier de plusieurs minutes entre les instants prévus de réapparition des satellites derrière la planète, devant la planète, et les instants observés. Et donc c'est Rømer qui a compris que c'était en fait la vitesse finie de la lumière et les dimensions de l'orbite terrestre qui faisaient que quand vous passez par exemple du point A au point B ici, vous voyez que le chemin F2 ici est plus long à parcourir par la lumière, donc elle va mettre un petit peu plus de temps, et au maximum, on va dire que si la Terre est ici, en conjonction avec Jupiter, si je puis dire, ou alors de l'autre côté en opposition par rapport à Jupiter, et bien vous avez ici une différence de 300 millions de kilomètres qui correspond approximativement à 1000 secondes, en gros 15-16 minutes, et donc il en a tiré une valeur de 300 000 km par seconde. Enfin, pas exactement cette valeur-là, je pense que Rømer c'était 276 000, bien sûr, avec toutes les imprécisions de l'époque concernant la connaissance du diamètre de l'orbite terrestre et la distance de Jupiter. Une autre manière de mesurer la vitesse de la lumière, si on veut, c'est de se dire que la Terre tourne autour du Soleil à une distance qu'on connaît. Enfin oui, le Soleil n'est pas nécessairement ici. Donc la Terre tourne autour du Soleil, elle en est à une certaine distance, elle fait le tour en un an, donc on peut calculer sa vitesse. C'est facile de calculer ainsi que la vitesse de la Terre est de l'ordre de 30 km par seconde autour du Soleil. Donc quand on observe une étoile, mettons, ici, du fait du mouvement de la Terre, la lumière de l'étoile, qui normalement, je vais dire, tomberait verticalement sur Terre dans mon dessin ici, eh bien, elle va paraître venir en oblique, exactement comme on cite l'exemple de la pluie qui tombe. Si la pluie tombe verticalement parce qu'il n'y a pas de vent et que la pluie tombe sur une vitre, disons, les rayures laissées par la pluie seront verticales. Et donc, si vous avancez, elles vont tracer un certain angle, évidemment, et la connaissance de la tangente trigonométrique de l'angle vous donne le rapport de la vitesse de la Terre à la vitesse de la lumière. Donc, si vous estimez que la vitesse de la Terre est de 30 km par seconde, en mesurant l'angle alpha, et donc sa tangente, vous connaissez évidemment la vitesse de la lumière. Utilisé à l'envers, si vous connaissez la vitesse de la lumière, ça vous permet au contraire de mesurer la vitesse de la Terre. Alors, un des moyens un des premiers moyens, disons, plus précis de mesurer la vitesse de la lumière a été mis au point ici par Fizeau. C'est ce qu'on appelle la méthode de la roue dentée. Donc, l'idée de Fizeau était de faire passer un faisceau lumineux ici à travers les dents d'une roue qui était en rotation. Alors, vous voyez, elle se réfléchit sur un miroir qui est à une certaine distance, et lorsqu'elle revient, si la roue est immobile, le rayon lumineux va repasser entre les mêmes dents, évidemment. Si vous commencez à mettre la roue en rotation, il arrive un moment où le rayon qui est passé entre deux dents vient au retour s'écraser sur une des dents, donc vous ne le voyez plus. Et réciproquement, pour qu'au retour il passe entre deux dents, il aurait fallu qu'à l'aller il s'écrase sur la dent, donc vous ne le voyez pas non plus. Donc ça veut dire qu'à une certaine vitesse de rotation ici, vous ne pouvez pas observer le rayon de retour. Maintenant, vous doublez cette vitesse de rotation, le rayon lumineux va passer entre deux dents à l'aller, entre les deux dents suivantes au retour. Donc, connaissant la distance ici à parcourir par le rayon, connaissant la vitesse de rotation de la roue et le nombre de dents, c'est très facile de calculer évidemment la vitesse de la lumière. Et c'est comme ça que Fizeau obtient, je pense, 315 000 km par seconde, ce qui est déjà une bonne valeur. Avec une petite variante dans la méthode imaginée par Foucault, la méthode du miroir tournant, c'est bien connu aussi.
Vous avez la source lumineuse qui est ici. Vous avez un petit miroir tournant qui renvoie le faisceau lumineux ici vers un autre miroir, sphérique pour une question de focalisation, peu importe. Donc vous avez ici la lumière qui vient frapper le miroir. Le temps qu'elle fasse l'aller-retour ici le long du trajet L, ben, le miroir a un petit peu tourné. Et donc la lumière se réfléchit dans une direction légèrement différente. Or c'est bien connu en optique que si le miroir tourne ici d'un angle alpha, ben, le rayon de retour va, lui, se déplacer d'un angle 2 alpha. Dans la simulation suivante, ben, en fait, le miroir tourne dans l'autre sens. Donc l'angle 2 alpha est de l'autre côté, c'est ce que vous allez voir ici. Voilà, vous voyez donc le rayon qui part. Et au moment où le miroir ici est à 45 degrés, vous voyez la lumière qui fait l'aller-retour très rapidement ici. Et quand elle revient frapper le miroir ici, la tournée d'un angle légèrement supérieur, de sorte que le rayon vient donc frapper ici l'écran, disons, d'observation. Donc par la mesure de cet angle-ci, entre le rayon de départ et le rayon de retour, disons, ben, vous pouvez également connaître très facilement la vitesse de la lumière. Mais c'était des méthodes qui n'étaient quand même pas très précises. Et les dernières en date, disons, qui utilisaient ce genre de procédé, ben, c'était notamment Michelson, le même que celui de l'expérience Michelson-Morley, que je vais rappeler dans un instant, qui les a utilisés. Hein. Donc ici, on avait imaginé un tunnel de 1 mile de long, on avait fait à peu près le vide, ou en tout cas aucun obstacle sérieux n'entravait la marche de la lumière pour mesurer le temps d'aller-retour. Et je crois que c'est probablement la plus grande expérience qu'on ait fait ici. Je crois que c'était sur, vous voyez, quelques dizaines de kilomètres entre le mont Wilson ici et le mont San Antonio. Donc le principe est toujours le même. On mesure le temps d'aller-retour de la lumière sur un trajet donné. Et par simple division, vous obtenez la vitesse de la lumière. Mais les méthodes arrivaient rarement à mieux que 5% de précision. Et elle n'était pas très stable. On a réussi à descendre à un niveau de précision nettement meilleur dans les années qui ont suivi. Mais finalement, c'est la mise en service des premiers lasers, enfin qu'on appelle stabilisés en fréquence, peu importe ici, donc stabilisés par des ondes dans les gigahertz ici, qui ont permis alors de mesurer d'un seul coup la vitesse de la lumière avec une précision de l'ordre de 10 000 fois meilleure. Donc vous voyez les premiers essais ici, style Fizeau, Foucault, Michelson, etc. Donc entre 1880 et 1980, vous voyez le chemin considérable qu'on a parcouru dans, disons, l'estimation de la vitesse de la lumière avec une grande précision. Et depuis 1974, hein, donc cette méthode de mesure de la vitesse de la lumière par laser a permis d'obtenir la vitesse de la lumière avec 10 chiffres significatifs, donc au 10 milliardième près. Alors ça a provoqué un basculement justement de la définition du mètre, comme je le montre ici. Donc la vitesse de la lumière, maintenant, c'est une valeur qui a été décrétée exacte. Donc c'est 299 792 458 mètres par seconde exactement. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut définir une valeur exacte, puisque la vitesse de la lumière, ça dépend de la précision avec laquelle on la mesure, évidemment. Ben, elle est décrétée exacte parce que maintenant, on va faire dépendre la définition du mètre de la vitesse de la lumière et par l'inverse. Donc maintenant, le mètre n'est plus, comme jadis, une certaine longueur qui est repérée, disons, par des repères physiques, mais c'est mesuré par le temps que met la lumière pour parcourir, donc le mètre forcément. Donc le mètre est la distance maintenant parcourue par la lumière en a 299 792 458e de seconde. Okay? Donc c'est important ces notions de précision parce que c'est là-dessus que tout va se jouer pour les neutrinos dont nous allons évidemment parler un petit peu plus tard. Alors voici donc ce qui concerne le neutrino. Alors comment est-ce qu'on a découvert le neutrino et comment est-ce qu'on a prédit son existence? En fait, donc, le neutrino serait une particule, hein, disons-le ainsi, parce qu'on peut aussi hésiter entre le fait est-ce que le neutrino est un rayonnement ou une particule. Et donc, on vous donne ici l'exemple d'une désintegration de l'atome. Ben, le noyau de recul ici, donc forcément recul ici vers la gauche, sur mon dessin. L'électron bêta, donc l'électron c'est la particule bêta, c'est la même chose ici. L'électron est ici émis vers la droite avec une certaine énergie. Eh bien, en fait, comme l'électron, on connaissait déjà sa masse, hein, en fait, l'électron ici est à peu près 1800 fois plus léger qu'un proton ou un neutron qui, eux, ont la même masse dans le noyau. Et donc, l'électron qui est éjecté, il emporte une grande partie de l'énergie cinétique en fait du noyau, qui a une très faible vitesse de recul compte tenu de la masse. Vous voyez, le polonium 210 signifie qu'il a 210 particules dans son noyau, donc il est 210 fois 1800 fois plus lourd que l'électron, donc quelque chose, disons, comme 380 000 fois plus lourd que l'électron. Donc c'est comme un fusil avec lequel vous tirez un coup de feu. La balle part à une grande vitesse dans une direction et vous avez le recul de l'arme, évidemment. Mais si l'arme est beaucoup plus lourde, le recul n'est pas très important. C'est pour ça que les bazookas, qu'on appelle aussi des fusils sans recul, forcément ils ont une tuyère ouverte, sinon si vous tirez un obus avec un bazooka, votre
votre épaule est arrachée compte tenu de la masse évidemment du bazooka. Bon, donc ici, l'électron s'en va en emportant une bonne partie de l'énergie cinétique. Donc en l'occurrence, ici on mesure qu'au maximum, l'électron emporte 1,16 mégaélectronvolts. Mais ce qui dérange un peu les physiciens de l'époque, c'est que ce n'était pas toujours la même énergie. Et en fait, la part que l'électron emportait était le plus souvent située entre 0 et 0,4 MeV. Et l'énergie cinétique de l'électron allait en diminuant dans certaines réactions jusqu'à l'énergie maximale, disons, de 1,16 mégaélectronvolts. Mais quand l'électron emportait moins, où était passé le reste de l'énergie? Alors Niels Bohr était prêt à renoncer à l'époque au principe, au sacro-saint principe, je vais dire, de conservation de l'énergie de la physique. Et c'est Pauli qui a suggéré une explication, donc Wolfgang Pauli, que vous voyez ici. Il a postulé l'existence d'une particule qu'il a appelée justement le neutrino, parce qu'elle ne devait pas porter de charge, mais comme le neutron était déjà connu, le neutrino devait le distinguer, en quelque sorte, du neutron. Et bien, vous avez par exemple ici le noyau de recul qui est notre noyau de polonium-210. Vous voyez que l'électron peut être émis dans une direction éventuellement différente. Il peut emporter, mettons ici dans l'exemple, 0,404 mégaélectronvolts. Et le neutrino, dont on verra en fait plus tard que c'est plus exactement ce qu'on va appeler un antineutrino, emporte le reste de l'énergie ici, 0,757 MeV. Le total fait toujours bien entre 1,16 mégaélectronvolts. Donc cette courbe d'énergie, donc c'est le spectre d'énergie de la désintégration bêta des électrons du bismuth 210. Elle présente donc un pic. Vous avez donc beaucoup d'électrons qui sont émis avec une énergie cinétique de quelques dixièmes de MeV ici, et donc le reste traduit pour Pauli l'existence de ce neutrino qui peut apporter une part plus ou moins grande de l'énergie. Donc c'est ainsi qu'on a découvert le neutrino. Alors pour le mettre en évidence, il a fallu qu'on imagine une expérience qui utilisait une réaction possible avec le neutrino. Alors le neutrino, du fait qu'il est neutre, il est très difficile à détecter par lui-même. On ne le détecte jamais directement. C'est aussi un point qui sera très important dans la discussion tout à l'heure de la réalité du phénomène dans le détecteur opéra. Donc en fait ici on vous montre le principe de l'expérience de Heinz et Cowan. Je ne suis pas sûr de la date, je crois que c'était 1956 plutôt, mais en fait peu importe. Donc vous avez le neutrino qui arrive ici dans une certaine quantité d'eau cadmiée, c'est-à-dire qui comporte en fait une solution de chlorure de cadmium. Alors le neutrino, qu'on ne voit pas évidemment, vient ici percuter un proton, et comme vous le voyez, donc il donne naissance à un positron et un neutron. Donc vous avez le positron, en fait c'est l'anti-électron si on veut. Donc le positron c'est la particule E+, qui est émise ici vers la droite, et le neutron ici est émis vers la gauche. Et vous voyez alors que le positron, en fait il est en territoire ennemi là. Donc disons que l'électron positif va très rapidement rencontrer un électron négatif qui fait l'essentiel de la matière évidemment, et leur annihilation va donner naissance ici à deux rayons gamma en fait qui représentent l'énergie de masse du couple E plus E moins, c'est-à-dire dont la signature est un rayonnement d'énergie 1,022 mégaélectronvolts, c'est une valeur bien connue. Et le neutron, lui, il va finir par être capturé par le cadmium ici, donc il ralentit par collision évidemment avec les molécules d'eau de cadmium, ce qui provoque l'émission donc, de photons environ 15 microsecondes après ceux du positron, parce que 15 microsecondes est à peu près le temps moyen qu'il faut au neutron pour être capturé par le cadmium. Et donc ici, si je relance l'animation, c'est ce que donc l'animation voudrait vous montrer. Donc vous avez ici le neutrino en rouge qui vient percuter, vous le voyez, le proton ici. Alors le proton en question, voilà, il donne naissance à un neutron que vous voyez partir en bleu ici, et le positron qui part là-bas. Le positron s'annihile ici, vous voyez, avec un électron, il donne naissance à deux rayonnements donc, qui forment le rayonnement à 1,022 MeV, et les photons de lumière qui représentent donc l'énergie dégagée, eux sont détectés. Donc vous voyez, on ne voit pas le neutrino directement, on ne le voit que en quelque sorte suite au raisonnement qui montre que c'est comme ça que ça doit se passer, et que donc si on détecte les photons gamma en question qui sont émis, c'est que vraisemblablement on a affaire à un neutrino. Alors vous allez me dire, il pourrait très bien arriver des neutrinos parasites, c'est un problème qu'on va envisager un petit peu plus tard. Donc voici le premier détecteur avec à eau cadmiée. En fait ceci c'est Frédéric Ryan, je n'ai pas trouvé d'illustration pour Clyde Cowan, mais d'autres physiciens ont postulé aussi l'existence d'une autre variété de neutrinos qu'on appelle le neutrino muonique, parce qu'à l'époque on a découvert d'autres particules, notamment ici le muon, qui provient indirectement de la désintégration d'un pion qui est aussi une autre particule nucléaire. Et vous verrez que la méthode n'a pas beaucoup changé. On envoie en fait pour produire les neutrinos des protons sur une cible ici,
qui donne naissance à ces fameux pions et muons. Le muon donne naissance en même temps à un neutrino muonique. Le muon s'arrête ici dans un blindage de fer parce que lui interagit assez facilement avec le fer, mais le neutrino, lui, n'interagit pratiquement avec rien. Il passe à travers la matière comme si c'était du vide. Et de nouveau, le détecteur qui détecte le neutrino ne le détecte pas directement, mais par des réactions secondaires qui sont donc le résultat donc, de réactions indirectes engendrées par le neutrino. Alors par exemple, vous voyez le genre de précaution qu'il faut prendre. Ici, c'est l'observatoire à neutrinos de Sudbury qui se trouve donc dans la province d'Ontario au Canada. Alors enfoncé à 2 km de profondeur, plus ou moins, vous avez le détecteur, donc un neutrino solaire en fait. Ce détecteur-ci est donc fait pour observer les neutrinos qui nous parviennent du Soleil et qui ont aussi posé un problème d'interprétation pendant une bonne vingtaine d'années. C'est le fameux problème des neutrinos manquants, dont je vais parler dans un instant aussi. Oui, ceci détaille simplement un petit peu, ça donne un petit commentaire, disons, sur le détecteur de Sudbury. Donc on dit qu'il est sensible à la lumière Cherenkov, j'en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure aussi. Certains d'entre vous savent évidemment ce qu'est le rayonnement Cherenkov, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Alors où sont produits les neutrinos? Comment est-ce qu'on les produit? Bien, où sont-ils produits par la nature? Eh bien, ils peuvent être produits, par exemple, par la désintégration spontanée du neutron. Le neutron est une particule du noyau atomique, mais qui n'est stable que dans le noyau atomique. Si vous la sortez du noyau, eh bien, après un temps moyen de l'ordre de 15 à 20 minutes, le neutron se désintègre spontanément. Alors vous le voyez, il peut donner naissance à un proton, qui lui-même libère un proton et un électron, ainsi qu'un antineutrino. C'est ce qu'on appelle donc la désintégration standard, si on peut dire, et ici la désintégration radiative avec un photon en plus qui emporte, disons, le reste d'énergie cinétique disponible éventuellement. Mais les neutrinos sont aussi produits au cœur du Soleil. Donc vous voyez par exemple ici 2 noyaux d'hydrogène qui fusionnent pour donner un noyau de deutérium, et dans la réaction, un neutrino est libéré. La réaction se produit 2 fois pour produire donc 2 noyaux de deutérium. Chacun de ces noyaux réagit avec un nouveau proton qui libère ici un rayonnement gamma pour former un noyau d'hélium 3. Et ces 2 noyaux d'hélium 3 fusionnent entre eux pour donner un noyau d'hélium 4 et restituer ici 2 protons. Et vous voyez que 2 neutrinos sont émis dans l'affaire. Alors ceci est une réaction qui se passe en abondance dans notre Soleil. Et donc, d'après la quantité d'énergie dégagée, on sait calculer le nombre de neutrinos qui sont émis. Donc, comme ces neutrinos traversent très facilement toute la masse du Soleil, toute la matière du Soleil, ils arrivent sur Terre, où ils sont notamment détectés par le détecteur de Sudbury que vous avez vu, ou d'autres détecteurs semblables, pardon. Il existe aussi un autre cycle dans le Soleil, mais tous ces cycles peuvent être présents dans les étoiles en proportions diverses selon les étoiles. Donc, c'est le cycle bien connu ici, CNO, comme on l'appelle, c'est-à-dire carbone, azote et oxygène, où vous voyez que par une succession de réactions cycliques comme ceci, un noyau de carbone qui capture un proton peut devenir un atome d'azote. Celui-ci peut se désintégrer pour donner naissance à un atome de carbone, puis réagir avec un nouveau proton pour donner un nouvel azote. De nouveau avec un proton, vous obtenez de l'oxygène. Puis, par désintégration et émission d'un neutrino, un nouvel azote. Celui-ci réagit de nouveau avec un hydrogène pour libérer un hélium et le carbone de départ, de sorte qu'au terme du cycle, vous retrouvez le carbone de départ qui a en quelque sorte servi de catalyseur, et l'hélium ici qui est donc libéré. Au total, vous remarquez qu'il y a 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène qui se sont bien transformés en hélium, pour donner un hélium comme ici. Et entre-temps, vous voyez aussi que notamment un neutrino a été émis ici, un autre neutrino là-bas. Et donc, en connaissant le nombre de ces réactions qui se produisent, ce qui est facile à évaluer d'après la quantité totale d'énergie libérée par le Soleil, qu'on connaît bien, eh bien, on peut calculer le nombre de neutrinos qui sont émis à partir du Soleil. Donc c'est très facile d'en déduire le nombre de ceux qui arrivent sur Terre, et donc le nombre de ceux qu'on devrait détecter dans des détecteurs du style de ce que je vous ai montré. Alors le problème des neutrinos solaires, c'est qu'il n'y en a qu'un tiers à peu près que l'on compte sur Terre par rapport à la quantité calculée. Alors ceci, vous le voyez, c'est le 13 novembre 1970 que, pour la première fois, on dit ici, c'est la première observation mondiale d'un neutrino dans une chambre à bulles à hydrogène. Bien sûr, ce n'est de nouveau pas le neutrino lui-même qu'on détecte, mais vous le voyez, il arrive ici de cette direction-ci. Il entre en collision avec un proton, le proton est bousculé, disons, il s'évade, j'allais dire par là. La collision crée aussi un méson pi, ou un pion,
Et le neutrino est transformé, on disait jadis, en un meson mu, on préfère dire aujourd'hui un lepton mu, parce que le lepton fait partie, ça regroupe une classe de particules légères, disons, et vous voyez donc ces traces indirectes. Donc le neutrino lui-même, on ne voit évidemment pas sa trace, on ne voit que les conséquences, disons, de la trace. Alors, en bref, nous allons retenir que, par exemple, le neutrino ou l'antineutrino peut être produit par la désintégration du neutron, qui donne donc un proton, un électron, un antineutrino, ou bien la désintégration d'un muon, qui peut donner, comme on l'a vu tantôt, un neutrino muonique, un électron et un antineutrino. Et alors, en fait, ceci nous donne une certaine image de la matière. Vous avez certainement entendu parler des quarks, qui sont regroupés ici en 6 types, je vais dire, de quarks, qui ont les doux noms que vous voyez ici en dessous. Vous avez alors les leptons en question qui forment la partie, on va dire, légère de la matière, mais c'est un peu abusif maintenant. Vous avez l'électron, le muon et le tau, qui sont accompagnés du neutrino électronique, du neutrino muonique et du neutrino tauique, respectivement. Je ne vous demande pas de retenir tout ça, c'est plutôt des détails de classification. Ceci, ce n'est pas vraiment important pour l'expérience, en fait, au CERN, mais disons que c'est bon de le savoir pour se faire un peu une idée générale de ce que c'est un neutrino et de ses propriétés. Donc, en plus clair, disons, vous avez la matière ordinaire, quand vous la regardez à la loupe, enfin, disons, vous en obtenez les atomes, ici vous voyez les atomes avec les électrons qui tournent autour. Le noyau constitué donc de protons et de neutrons, mais chacun des protons et des neutrons sont constitués de ces particules fondamentales qu'on appelle les quarks, tandis que les leptons du style électron sont, comme je l'ai dit tantôt, accompagnés de leurs neutrinos correspondants. Les 3 particules légères en question, c'est l'électron, le muon et le tau, avec les 3 neutrinos correspondants. Alors ici, vous avez les porteurs des forces connues dans la nature. Il y a 4 forces connues aujourd'hui. Le photon est censé transporter la force électromagnétique. Le gluon est censé porter la force forte qui agit entre les quarks, donc dans le noyau essentiellement, ce qui donne naissance à l'énergie nucléaire en quelque sorte. Les bosons vecteurs sont responsables de ce qu'on appelle la force de désintégration radioactive faible, la force faible, et le graviton qui est supposé, disons, véhiculer la force de gravité, mais qu'on n'a pas encore observé. Vous voyez que le tableau se complexifie un petit peu ici. Je ne vais pas vous le détailler plus, c'est la même chose, mais simplement plus... Je ne sais pas s'il faut dire en plus clair ou en moins clair. C'est peut-être beau à voir, mais ça prend du temps à détailler. Bon, je ne vais pas le faire ici. Nous allons maintenant arriver à l'expérience opéra du CERN, qu'évidemment vous attendez tous avec impatience, j'imagine. Donc, à savoir que l'expérience opéra est donc une collaboration entre la Suisse et l'Italie, bien sûr avec toute une série de pays participants. C'est simplement parce que c'est situé sur le site du CERN à Genève, et tous les noms de ces expériences, soit des noms un peu évocateurs comme Alice ou Atlas, un petit peu plus hermétiques comme LHC, CMS, ou que sais-je, moi SPS, et ainsi de suite, d'accord. En fait, donc le LHC qui a été inauguré il n'y a pas si longtemps, c'est lui le plus grand, qui fait 27 km de circonférence, donc à peu près, on va dire, 9 km, disons, de diamètre ici. Et alors, l'expérience qui va nous intéresser, c'est celle qui est produite en fait par le SPS ici, qui peut lui-même être alimenté par le PS. Ce que veut dire SPS et PS? Le PS, c'est le Proton Synchrotron, donc c'est le synchrotron à protons, et le SPS, c'est le Super Proton Synchrotron, donc le super synchrotron à protons. Vous expliquez l'origine de ces mots, c'est un peu compliqué aussi. Bon, c'est parce que ce sont des particules qui sont accélérées à des vitesses forcément proches de celles de la lumière. Alors, en l'occurrence, ici, les protons donc, que l'on va extraire du SPS vont être envoyés sur une cible qui se trouve quelque part par ici, entre l'expérience Atlas et l'expérience LHCb, et les neutrinos qui vont être engendrés vont être expédiés vers l'Italie. J'allais presque dire par voie postale, excusez-moi. C'est plus long. Donc ils vont passer la frontière, en tout cas, comme de vrais fraudeurs, comme de vrais... comment est-ce qu'on les appelle encore les contrebandiers, merci. En l'occurrence, ici, ils vont passer, comme on va le voir, quelques kilomètres sous terre. Donc on est à la barre des douaniers suisses en particulier, qui sont très regardants ce sujet-là. Et donc, disons que la Suisse se trouve de ce côté-ci. On le verra un petit peu plus schématiquement, un peu plus clairement, pardon, sur le schéma qui se trouve ici. Donc vous avez le grand LHC qui se trouve ici. Vous avez le SPS ici. Et les protons vont être extraits ici, donc pour être envoyés vers le grand sensor à partir d'ici. Donc le CERN se trouve là, et voici les accélérateurs. Et les neutrinos vont emprunter ce chemin-ci jusqu'au grand sensor à quelque chose comme 730 km de distance. Donc voici la localisation du CERN. Alors évidemment, comme les neutrinos sont envoyés en ligne droite,
ils vont arriver au laboratoire du Grand Sasso en passant sous la Terre, ce qui n'est vraiment pas un problème pour eux, puisqu'on a vu qu'ils interagissent tellement peu que la matière est totalement transparente pour eux. Enfin, presque totalement, sinon on ne le détecterait pas non plus. Alors vous voyez que le faisceau passe ici à quelque chose comme 11 km de profondeur à son point le plus profond. Alors vous verrez dans la littérature quelquefois 730, quelquefois 732 km, alors qu'on se tarde d'une précision énorme. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas de là que vient l'erreur d'interprétation de la vitesse de neutrino. Tout dépend du point de référence que l'on prend, bien entendu, mais nous allons voir avec quelle précision cruciale ces points doivent être déterminés. Alors voici, donc ça c'est le point de départ donc des protons. On va donc porter son regard sur juste le petit bout qui se trouve ici, hein, donc le point où les protons sont extraits pour être envoyés vers le Grand Sasso ici. Hein. Alors en gros, voilà comment ça se passe. Vous avez donc les protons qui sont accélérés d'abord dans le SPS, ou peut-être d'abord dans le PS, puis injectés dans le SPS. Alors ils sont extraits ici à un moment donné par l'action d'un aimant qu'on met en route, si vous voulez. À ce moment-là, et les protons arrivent ici sur une cible constituée de graphite. Alors ils donnent naissance aux maisons qu'on a vues, c'est-à-dire les particules de masse intermédiaire, ici les pions et les kaons, qui vont se désintégrer le long d'un tunnel, qu'on appelle simplement le tunnel de désintégration. Alors ici, il va y avoir un obstacle qui va arrêter la plupart des particules et qui va enregistrer le passage de muons corrélés aux neutrinos. On en met deux pour favoriser donc cette corrélation. Et puis les neutrinos qui sont produits sont en fait expédiés réellement à partir d'ici vers le Grand Sasso. Alors pour la suite, qu'est-ce qui arrive? Ben voilà, on arrive donc en Italie de l'autre côté. Donc voici l'acronyme du mot opéra. Donc Oscillation Project with Immersion Tracking Apparatus. On donne la signification qu'on veut. Je ne sais pas si vous pouvez voir la taille, disons, ou la deviner à partir d'ici. Donc ça fait quelques mètres de hauteur, quelques mètres de longueur et quelques mètres de largeur ici. Et vous voyez la masse impressionnante de ce détecteur qui pèse au total à peu près 1500 tonnes. Ne vous étonnez pas, ça devient monnaie courante de construire des détecteurs et leur masse n'est pas inutile évidemment. On ne s'amuse pas à accumuler 1500 tonnes de matériel comme ça pour le plaisir d'avoir 1500 tonnes. C'est parce que c'est bien nécessaire pour arrêter certaines particules comme les muons, comme je vous l'ai dit, mais pour aussi avoir une chance de détecter les neutrinos. Il faut savoir que les neutrinos, je vous l'ai dit, donc la matière paraît totalement transparente pour eux, mais quand même, de temps en temps, ils provoquent une réaction nucléaire qui, elle, est enregistrée. Mais typiquement, sur plusieurs milliards de réactions produites, il n'y a guère qu'un ou deux neutrinos qu'on peut observer. Et donc voilà pourquoi il faut envoyer énormément de protons sur la cible, expédier énormément de neutrinos vers l'Italie, et là, espérer en détecter quelques-uns de manière encore indirecte. Le sigle ici ne veut pas dire que les physiciens n'ont pas de cœur, ça va. Alors, voici quelques détails. Il y a essentiellement deux choses, disons, dans le détecteur opéra. Donc, c'est ce qu'on appelle ces briques ici. Il y en a plusieurs dizaines de milliers dans le détecteur ici. Ce sont des briques constituées de plomb et de graphite essentiellement. Et vous avez aussi des bandes, comment est-ce que je vais dire, des bandes de polymère ou je ne sais pas trop quoi, qui scintillent au passage des particules. C'est l'équivalent des chambres à étincelles en quelque sorte, ou des chambres à scintillation. Or, typiquement, les traces de réactions nucléaires qui vont donner naissance ici aux neutrinos, elles laissent donc des traces dans les briques que vous avez ici. Alors en fait, l'expérience opéra n'était pas initialement destinée à mesurer la vitesse des neutrinos, c'est un à côté, si vous voulez, de l'expérience à laquelle il se destinait d'abord, c'était de voir la transformation des neutrinos de type muonique en neutrinos de type tauique. Parce que les neutrinos, et c'est ce qu'on a découvert à propos des neutrinos solaires, ont la propriété de se transformer chacun dans une des deux autres formes de neutrinos qui existent. Et c'est pour ça que le mystère est resté entier pendant une vingtaine d'années pour les neutrinos solaires. Et c'est peut-être ça aussi une remarque qui sera importante vers la fin de l'exposé ici. Hein. Donc savoir que les neutrinos peuvent osciller entre eux. Alors typiquement, voici aussi une réaction qui est ici en fait l'image du premier candidat événement neutrino tau. Donc en principe, le neutrino tau qui vient de la gauche vient d'être transformé à partir d'un neutrino muonique. Hein. Donc cette région-ci, en fait, comme vous le lisez, donc ça entoure simplement le point d'interaction du neutrino qui vient donc de la gauche ici.
Et les particules sont identifiées ici par la longueur de leur trajectoire, par le coup, de quelle forme, par leur orientation, éventuellement par le sens de rotation, etc. Et donc, la détection de la trace ici avec un coude, donc celle-ci, vous la voyez ici, est la probable signature, on dit bien probable, hein, de l'interaction d'un neutrino tau, avec un taux, mais avec X ici, de probabilité d'environ 98%. Donc on n'est pas entièrement sûr que c'est un neutrino tau, mais forcément sur un très grand nombre d'interactions qu'on va observer de ce genre-là, ben, on finira par être sûr, je veux dire. Alors vous voyez ici que l'image représente un volume de seulement quelques millimètres cubes, c'est très important aussi, mais riche d'informations pour les physiciens d'opéra. C'est important parce que justement, comme ce qui va être crucial, c'est la mesure ultra précise du temps de parcours, vous allez voir que quelquefois au millimètre près c'est nécessaire. Alors, ici donc, pour rappel, donc, qu'est-ce qu'on avait observé, c'était quoi le sujet de l'annonce, hein? Donc, l'accélérateur de particules du CERN situé à Genève émet un faisceau de neutrinos de haute énergie, ça aussi c'est peut-être important de le noter, produit par la désintégration de protons donc sur une cible solide. Le départ des neutrinos est mesuré avec une précision d'un milliardième de seconde, donc la nanoseconde. Une nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. Et sous le mont Grand Sasso, dans les Apennines, les 1500 tonnes de détecteurs de particules Opéra ont détecté 25 000 neutrinos. Alors vous allez penser que c'est beaucoup, évidemment 25 000, mais vous allez voir le nombre de protons qu'il a fallu pour cela. Entre 2008 et 2010, donc c'est une expérience qui s'est poursuivie sur 3 ans ici, les années 2008, 2009, 2010, et des neutrinos arrivent en moyenne avec une avance de 60 milliardièmes de seconde par rapport à la lumière. De nouveau, ça peut paraître dérisoire, mais on va voir ce qu'il faut en penser. Or, je vous l'ai dit tantôt, on n'a évidemment pas creusé un tunnel ici sous la Terre pour faire passer les neutrinos. Alors voici ici le cœur, disons même, de l'expérience et ce qui constitue à la fois la simplicité et la complication horrible de l'expérience. Raison qui m'a fait vous dire tout à l'heure qu'en somme, je n'avais pratiquement rien à vous dire. Comment est-ce qu'on mesure la vitesse de la lumière, par exemple? Je vous l'ai montré tantôt, on mesure le temps de parcours sur une certaine distance. Alors avec les neutrinos, on va se dire, c'est bête, il suffit de faire la même chose. Oui, sauf que les neutrinos, on ne les voit pas, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc c'est déjà un gros problème. On ne peut pas dire qu'ils vont démarrer comme un coureur qui fait le 100 mètres, hein, et on prend le chrono au départ, on prend le chrono à la fin et c'est terminé. Non, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et ça se complique évidemment du fait que lorsque les neutrinos vont ici du CERN jusqu'au détecteur Opéra, ils passent sous la montagne. Donc forcément, on ne va pas pouvoir les voir non plus, même s'ils étaient visibles, je vais dire. Hein. Alors comment est-ce qu'on procède? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la deuxième complication, c'est celle que je vous ai rappelée, c'est que le neutrino n'interagit pas avec la matière, y compris celle du détecteur, évidemment. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie un très très grand nombre de protons ici, à travers ce qu'on appelle le BCT ici. En fait, c'est l'acronyme de Beam Current Transformer. Donc c'est littéralement le transformeur de courant de faisceau. Donc les protons qui arrivent ici, qui rentrent dans cet appareil-là, ils constituent un courant électrique, c'est un courant de charge. Hein. Et ces charges sont capables d'engendrer un signal qu'on détecte, évidemment, par transformation de ce courant, un petit peu comme un transformateur ordinaire, je vais dire. Hein. Vous avez une impulsion électrique qui est déclenchée au moment du passage des protons ici. Mais comme il n'y a pas qu'un seul proton, mais plusieurs milliards, forcément, ils ne passent pas tous exactement en même temps. Donc, ils ont une certaine dispersion temporelle ici. Très faible, nous allons le voir, mais qui n'est quand même pas rien. Et donc, il va y avoir un profil de distribution ici des protons qui sont émis à partir de la source, à partir de la cible, si vous voulez. Et alors, tous ces protons-là, en principe, ils vont subir la transformation dans la cible qui va amener la naissance des pions et des kaons, qui vont se désintégrer dans le tunnel de désintégration, donner naissance aux neutrinos. Et avec une certaine probabilité ici, on va les détecter donc dans le détecteur Opéra, mais pour les mettre en corrélation avec les protons qui leur ont donné naissance, on va donc observer ici, on espère observer, une courbe de distribution des neutrinos qui doit quelque part refléter celle des protons. Donc du coup, ça devient beaucoup plus compliqué de mesurer le temps de parcours d'un neutrino. Vous voyez qu'il s'agit maintenant beaucoup plus de mettre en corrélation une distribution de neutrinos détectés à raison de 1 sur peut-être plusieurs milliers de milliards, de mettre donc cette courbe en corrélation avec la courbe des protons qui est censée leur avoir donné naissance. Oui, mais ce n'est pas simple parce que, comme je vous l'ai dit, cette mise en correspondance ne peut pas se faire à travers la Terre comme ça. Donc comment est-ce qu'on fait? On le fait grâce à un satellite GPS qui transporte avec lui une CS clock ici. Le CS clock représente l'horloge à césium de très très grande précision
Et le Polaris représente finalement le système GPS, on va dire, de très haute précision aussi, qui est capable de transporter le temps. Donc vous devez maintenant mesurer le temps de départ des neutrinos en le reliant aussi directement que possible au temps de passage des protons dans le BCT, donc le transformateur ou le transformeur, si on veut, de courant de faisceau. Alors cette horloge atomique ici, vous en voyez un exemple ici, hein. Donc c'est l'horloge atomique à césium et le GPS dont je vous ai parlé, donc ils sont installés sur chacun des sites et ils permettent de mesurer le parcours avec une précision de l'ordre du milliardième de seconde. Donc grâce à l'observation en vue commune d'un même satellite qui transporte tout le système qu'il faut pour faire transporter le temps, disons, du CERN au Grand Sasso. Alors là où ça se complique, c'est que la machinerie à mettre en œuvre est d'une complexité mais vraiment assez éprouvante, je dois dire. Et la première fois que j'ai commencé à lire les articles sur le sujet, je ne m'attendais pas à une telle complication, mais c'est finalement bien compréhensible. Enfin, ça va être au cœur du problème, évidemment. Donc voici le SPS qui envoie les protons à travers le Beam Current Transformer. Ces protons vont donc arriver sur la cible, en fait, de carbone, où ils vont donc provoquer l'apparition des pions et des carones, qui plus loin vont se désintégrer en neutrinos. Entre les deux, vous voyez, il y a 743 mètres 40, qui est une distance qui a été choisie pour éliminer donc, les autres particules qui vont interagir ici. Et alors vous voyez en fait que le départ des protons, eh bien, l'aimant qui va extraire les protons en deux vagues successives ici, enfin à raison de deux vagues chaque fois, nous allons le voir, hein, va donc donner le signal en quelque sorte de démarrage on va dire l'horloge principale qui va enregistrer le code de départ. Alors le BCT ici va donner naissance à donc le Waveform Digitizer on l'appelle ainsi, donc disons que c'est l'instrumentation qui va permettre donc de donner ce profil, enfin de repérer ce profil du départ des protons. Et vous voyez que déjà là, il y a des nanosecondes qui se perdent, je vais le dire. Hein. Donc, vous avez entre les différentes installations de déclenchement, de contrôle, de transformation, etc., plusieurs étapes, mais qui doivent être mesurées, c'est le cœur du problème, avec une extrême précision. Par exemple, ici, vous voyez qu'entre la salle de contrôle centrale de Prévestin jusqu'à une salle secondaire, ici désignée par HCA 442, peu importe, on sait que le temps de transfert de l'information est de 10 085 nanosecondes à 2 nanosecondes près. Ici, entre cette salle-ci et l'appareillage qui donne le profil du départ des protons, vous avez 30 nanosecondes à 1 nanoseconde près. Ici, 580 à plus ou moins 5 nanosecondes. Ici, on vous donne la distance pratiquement au centimètre près, mais c'est loin d'être la plus importante. Donc vous voyez déjà la complication au départ. Oui, vous savez en passant, voici donc le convertisseur de courant rapide, le BCT, donc qui permet de détecter avec une grande précision temporelle l'impulsion de départ, si on veut, due au proton du faisceau, donc du CERN ici. Et donc de fournir précisément le temps de départ des neutrinos pour le site du Grand Sasso. On sait que quand les protons sont passés ici dedans, puisqu'on enregistre le passage, on sait qu'ils vont donner naissance à la réaction qui va engendrer les neutrinos, exactement autant de nanosecondes plus tard, et donc c'est ça qui va fixer l'instant de départ, disons le top chrono du départ. Alors vous voyez qu'au LNGS, donc au Laboratoire National du Grand Sasso, vous allez avoir un système d'une complication à peu près équivalente, mais qui est le système récepteur en quelque sorte. Bien sûr, tout cela doit être coordonné par le temps universel coordonné, le UTC, qui est transporté par le système de GPS qu'on appelle ESAT 2000, peu importe de nouveau les noms exacts évidemment. Mais vous voyez que la difficulté aussi vient du fait que le laboratoire en lui-même, donc là où se passent les événements neutrinos, se trouve à 1400 mètres de profondeur. Donc pour transporter l'information temporelle depuis l'antenne GPS jusqu'à la profondeur du laboratoire, on a besoin d'une fibre optique qui va en même temps permettre de faire des mesures de temps avec une grande précision. Et par exemple, vous voyez ici que l'impulsion qui est produite à peu près toutes les secondes ici, qui sert à synchroniser les horloges, eh bien, le temps de transfert jusqu'à l'horloge principale de Opera, ça prend exactement 40 996 nanosecondes à 1 nanoseconde près. Vous voyez qu'on a tout répertorié ici, donc entre l'horloge principale d'Opera. Ici, le Target Tracker, c'est finalement c'est l'ensemble des briques dont je vous ai parlé dans le détecteur. Les briques et les bandes luminescentes, scintillantes, qui permettent de repérer l'arrivée des neutrinos. Tous ces délais, disons, tous ces retards sont exactement répertoriés, et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. On ne dit pas ces chiffres-là au hasard,
ils ont été contrôlés, et en particulier certains éléments de la chaîne ici ont été contrôlés par comment est-ce qu'on appelle encore l'Institut suisse, disons, de mesure, qui reçoit lui-même ces informations des laboratoires d'ultra haute précision américains. Et donc, tous ces délais contribuent évidemment à faire le délai temporel qui sépare finalement le départ des protons du CERN jusqu'à l'arrivée des neutrinos au grand sas. Alors, tout cela a été répertorié de manière à ce que... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler un petit peu ici. Donc, c'est une vue un petit peu plus détaillée peut-être ici. Donc, vous voyez le faisceau de protons initial qui arrive ici sur la cible de carbone. Donc, il donne d'abord naissance à des particules comme les pions et les kaons qu'on focalise ici. Les sacs d'hélium, littéralement ici, permettent d'éliminer aussi des particules parasites. Les pions et les kaons se désintègrent dans le tunnel de désintégration. Ils donnent ici naissance aux muons et aux neutrinos, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, dans les premières expériences qui ont fabriqué les neutrinos. Les muons sont arrêtés ici par un blindage de fer, en grande partie, mais il y a comme ceux d'entre eux qui servent à synchroniser, disons, les instants de mesure. On sait exactement où ils sont, et les neutrinos, évidemment, passent à ce moment-là dans les détecteurs. Alors, les SPS, le SPS fournit donc les protons ici, donc le super 5 protons à protons, fournit les protons par bouffée ici qui durent 10 microsecondes, c'est-à-dire 10 millionièmes de seconde ou un 100 millième de seconde. Et c'est ce profil-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, ceci est un profil d'une extraction de protons. Ceci n'est pas un seul proton qui est extrait, évidemment. C'est un ensemble de plusieurs milliers de milliards de protons qui sont extraits, avec une fréquence de 200 MHz, c'est-à-dire, en fait, à très haute résolution, le profil des courbes. Ici, vous voyez, par exemple, donc quand on dit 10 microsecondes, ça veut dire que tout ceci dure un 100 millième de seconde. Ici, 5 nanosecondes, c'est 200 millionième de seconde. Donc, si vous voulez, l'échelle entre les deux ici, c'est 2000 fois plus grand ici. C'est comme si on étirait ici un des pics, disons, de la courbe, 2000 fois en largeur pour donner celui-ci. Et ça vous montre, disons, qu'on sait exactement comment les protons sont produits en principe. Mais bien sûr, ils ne sont pas toujours produits avec la même intensité, dans le même nombre à chaque extraction de protons du SPS. Et donc, en fait, le profil que je vous ai montré tout à l'heure, il est en fait le résultat de toute une série d'extractions de protons. Et par exemple ici, ben voilà, vous voyez, on a les formes d'ondes, si on veut, sommaires des protons, qui correspondent aux extractions, je vais expliquer ça dans un instant, pour les échantillons de données des années 2009, 2010 et 2011. Et alors en fait, on extrait, si vous voulez, tous les 50 millisecondes, je crois, une bouffée de protons qu'on appelle extraction 1, une bouffée de protons qu'on appelle extraction 2 ici. Alors ça, c'est pour mieux corréler les profils. Donc vous voyez les profils qui se ressemblent quand même assez fortement, mais qui ne sont bien sûr pas exactement les mêmes. Donc ça va poser aussi un problème d'identification exacte des neutrinos dans le profil qu'on reçoit pour les neutrinos. Comment les corréler exactement à ces courbes-ci? Eh bien, ce n'est pas facile à faire. Donc, vous avez un exemple. Là non plus, je ne vais pas trop donner de détails parce que c'est assez compréhensible. Donc, vous avez ici le profil sommé des extractions de protons qui apparaît en bleu. Alors, ce qu'on fait, on détecte donc le profil correspondant des neutrinos qui sont détectés au grand SASO. Et c'est la courbe rouge que vous voyez ici. OK? Alors, vous voyez que les deux sont en fait légèrement décalés parce que la courbe rouge, donc pour les mettre en corrélation, il faut qu'on sache exactement quand se produit en quelque sorte la courbe rouge par rapport à la courbe bleue. Alors quand on fait l'analyse brute, eh bien on se rend compte que les courbes sont décalées si on suppose que les neutrinos se déplacent à la vitesse de la lumière. Et pour les faire coïncider au mieux, il faut qu'on suppose que les neutrinos vont un peu plus vite que la lumière. Et c'est là l'origine de toute la difficulté, voyez-vous. Donc si vous prenez les données brutes, eh bien, on montre en fait que la différence de temps est de l'ordre de 1048 nanosecondes. Rien à voir a priori avec les 62 nanosecondes dont on parle dans la littérature, mais c'est simplement que ceci est donc l'analyse brute avant le détail de toutes les opérations qui repèrent, je vais dire, tous les petits retards éventuels à travers tous les instruments. Et donc, en fait, on fait une analyse statistique très serrée, je vais dire, de corrélation entre la courbe rouge et la courbe bleue, et l'analyse va très très loin. Elle porte par exemple en particulier sur les extrémités de la courbe ici. Vous voyez le pied de la courbe ici
et l'autre pied de l'autre côté, eh bien, ce profil des pieds est caractéristique, mais nécessite une autre analyse statistique. Alors, vous voyez ici déjà, enfin, vous pouvez peut-être soupçonner, d'après les quelques incertitudes systématiques, comme on dit, c'est-à-dire celles qui sont liées aux instruments eux-mêmes qu'on ne sait pas éviter, ben, vous avez l'incertitude, par exemple, sur la ligne de base qui sert, donc c'est la distance parcourue par les protons, par les neutrinos, pardon. On la connaît à 20 cm près, et bien ceci induit un monde dans le tunnel qui n'est pas connu avec une très très grande précision. Ben, il donne néanmoins une incertitude de 0,2 nanosecondes, et ainsi de suite. Donc vous avez tout cela qui est répertorié scrupuleusement. Et voici encore d'autres enfin c'est une synthèse un petit peu de tout ce que je vous ai dit. Donc vous avez ici tous les retards cumulés entre les neutrinos et les protons détectés à partir du CNGS, donc du CERN, les retards notés, disons, dans le détecteur Opera, les retards ou les avances dus à la synchronisation GPS, etc. Et vous voyez qu'on distingue ici l'analyse brute et l'analyse finale qui tient compte, si vous voulez, de toutes ces différences. Hein. Donc la correction de la ligne de base ici, compte tenu donc de tout ce qu'il y a à prendre en considération, ben, amène une correction par exemple ici de 798 nanosecondes, bon, avec le signe moins ou avec le signe plus selon qu'elle agit évidemment pour montrer que les neutrinos vont plus vite ou moins vite que la lumière. Et donc tout ceci nous donne un total de 987,8 nanosecondes à décompter des 1048 que je vous ai donnés là. Et vous allez voir que la différence, c'est elle qui fait les 60 nanosecondes dont on parle dans la littérature. Donc ça, c'est simplement pour dire que les 1048 nanosecondes que l'on peut détecter éventuellement, non pardon, c'est pas ce schéma, les 1048 nanosecondes que l'on peut détecter éventuellement, eh bien, ils doivent être corrigés de tout ce qui a dû être pris en considération dans tous les instruments, donc dans la chaîne très complexe d'instruments que je vous ai montré, pour amener donc cette différence qui paraît inévitable de 60 nanosecondes. Donc en clair, ce que je voulais dire ici, c'est que on aurait pu espérer que les 1048 nanosecondes de décalage brut observé entre l'arrivée des neutrinos et des photons, finalement de la lumière, puissent être compensés par toutes les erreurs qui ont été répertoriées ici, mais il reste malgré tout un résidu inexplicable de 60 nanosecondes. Et c'est ça qu'on a traqué pendant plusieurs mois au détecteur Opera et qu'on n'arrive pas à éliminer. Et donc c'est ça qui fait dire aux expérimentateurs du Grand Sasso que voilà, il y a réellement un décalage de 60 nanosecondes. Alors oui, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé ici de la précision des mesures GPS. Donc par exemple, le GPS ici, sur une distance, enfin sur un temps plus exactement, de quelques mois ou quelques années, est capable de suivre l'évolution de la croûte terrestre. Donc l'écart des continents les uns par rapport aux autres, ça se voit ici dedans. Vous voyez une dérive assez lente ici. Et bien ça, en centimètres, sur quelques années, ça représente l'écartement du continent européen, enfin l'écartement plutôt des différentes parties du continent européen. Et vous voyez ici un saut brusque de 7 cm à peu près, qui résulte en fait du tremblement de terre de l'Aquila, vous vous souvenez peut-être, qui a eu lieu donc justement à cette époque-là. Donc au centimètre près, on est capable de mesurer la distance entre, je vais dire, la source de carbone au CERN et le repère qui est donc fixé quelque part au millimètre près dans le détecteur Opera. J'avais le renseignement, pour vous donner une idée, donc simplement, donc la distance de base que l'on mesure, donc la distance réelle à parcourir par les neutrinos, donc elle tient compte de cette différence entre tous les éléments, et pour être précis, elle vaut donc 731 km et 278 mètres à 20 cm près. Donc cette distance-là est connue à 20 cm près, ce qui ne peut pas expliquer à elle toute seule le retard de 60 nanosecondes, évidemment. Alors ici, quand on corrige donc les 1048 secondes dont je vous ai parlé avec les 900 LD, qui donne le résidu de 60 nanosecondes, donc le résidu en question apparaît ici. On va dire que s'il n'y avait pas d'effet sensible, donc la ligne du 0 nanoseconde de retard voudrait dire que si, après toutes les analyses statistiques complexes dont je viens de parler, les points de mesure se situaient sur cette ligne-là, ça montrerait simplement que les neutrinos se déplacent à la vitesse de la lumière, ce à quoi on s'attend, parce que les neutrinos sont des particules sans masse, ou en tout cas avec une très faible masse, et d'après la théorie d'Einstein, donc c'est ça le point crucial, ils ne pourraient pas se déplacer plus vite que la lumière. Alors, pour vous montrer un petit peu la complication, mais sans insister de nouveau trop sur les détails,
Donc voici une extraction typique des protons, donc les 10 500 nanosecondes dont je vous ai parlé dans ce profil-ci de courbe, vous voyez. Donc les 10 microsecondes, en réalité, c'est 10 000 nanosecondes. Hein. Et une impulsion de protons provoque, je vais dire, l'apparition de, vous voyez ici, 10 000 milliards de neutrinos. Okay. Et typiquement, il y en a un seul qui peut être détecté là-dedans. Okay. Donc ça vous montre un petit peu le rendement extraordinairement faible de l'expérience, c'est la raison pour laquelle il faut d'énormes détecteurs pour les détecter. Alors, oui, ça c'est simplement une explication, donc qui montre l'erreur relative, disons. Si on compte donc que V c'est la vitesse du neutrino, c'est la vitesse de la lumière, et bien on trouve donc ce résidu de 2,48 10 exposant moins 5 en valeur relative, c'est-à-dire 6 ou 7 km par seconde pour la vitesse de la lumière. Alors de nouveau, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc vous avez une série d'impulsions de protons qui provoquent chacune cette espèce d'ensemble de 10 000 milliards de neutrinos. Vous avez un grand nombre de ces impulsions qui arrivent ici au détecteur Opera. Alors ce qu'on constate après toutes les analyses statistiques et autres que je vous ai dit, c'est que les premiers neutrinos ici, il y a quelques neutrinos qui arrivent systématiquement en avance. Et ici, vous voyez qu'aucun neutrino n'arrive en retard, et l'impulsion de neutrinos qui est détectée à l'Opéra se termine apparemment trop tôt par rapport à ce qu'on attend s'il ne se déplaçait qu'à la vitesse de la lumière. S'il se déplace un peu plus vite, ici vous avez donc apparition de ce petit intervalle microscopique, mais qui est significatif. Alors, pour essayer de vérifier un petit peu mieux, disons, les résultats, on a utilisé le SPS d'une autre façon, moins efficace encore, mais peut-être plus précis. C'est-à-dire qu'on a pris, disons, la décision de faire agir le SPS comme devant donner des petites bouffées de protons qui ne duraient que 3 nanosecondes, donc 3 milliardièmes de seconde, séparées de 524 nanosecondes. Le chiffre exact ici n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste pour dire qu'en envoyant des bouffées de protons plus ciblées, forcément on va avoir ici des arrivées de neutrinos plus espacées aussi, qu'on pourra donc plus sûrement mettre en correspondance les unes avec les autres ici. Et vous voyez que systématiquement, par rapport à une arrivée supposée se produire à cet instant-ci, si le neutrino se déplace à la vitesse de la lumière, et bien de nouveau systématiquement on voit qu'il arrive en avance. Alors encore une fois, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc on n'est pas là avec un chronomètre pour constater tout de suite que le neutrino arrive effectivement en avance. Hein. C'est chaque fois, suite à toute cette étude statistique évidemment dont je viens de vous parler. Alors forcément vous n'avez pas non plus qu'une seule impulsion, donc on en produit beaucoup. Alors les 15 000 neutrinos dont on vous parlait au départ, en fait ils sont le résultat ici de 40 millions de milliards de neutrinos qu'on a pu, dont on sait qu'ils sont passés, mais il n'y en a que 15 000 qu'on a détectés toujours avec cette avance de 62 nanosecondes. Donc c'est ça l'origine aussi que vous trouverez dans la littérature, des 15 000 expériences qui ont été faites, et donc 15 000 fois on a mesuré, si vous voulez, les neutrinos qui vont plus vite que la lumière. C'est évidemment pas aussi sûr que ça, je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait 15 000 fois l'expérience qu'elle est plus sûre si elle présente toujours les mêmes erreurs systématiques. Donc il est clair que si on détecte une erreur systématique qui peut expliquer ces 62 nanosecondes, ça va, tout rentre dans l'ordre, si je puis dire. Hein. La théorie d'Einstein est sauvée, on a découvert l'origine du retard, et puis c'est terminé. Quoi. Alors en fait, voilà ce qu'on pourrait attendre comme explication, disons comme interprétation. Supposons que la théorie d'Einstein soit juste, et que le détecteur Opera fonctionne d'après les lois connues de la physique. Voilà ce qu'on attendrait par rapport aux neutrinos de la supernova de 1987. Alors vous l'aurez peut-être lu dans la littérature aussi, les neutrinos de la supernova 1987, ils donnent une contrainte aussi sur l'excès de vitesse des neutrinos par rapport à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que comme ils sont arrivés avec un décalage de quelques heures simplement, donc ils étaient quelques heures en avance sur la lumière de la supernova, la supernova, elle, a explosé, je vais dire, à 168 000 années-lumière de nous. Donc quelques heures sur 168 000 années, ça représente un écart à la vitesse de la lumière beaucoup plus faible que les 2-10-5 que présentent les neutrinos d'Opéra. Si par contre on avait détecté ceci, si on détecte ceci et que la théorie d'Einstein est juste, c'est que cette erreur est systématiquement due au détecteur Opéra et qu'il y a donc une source d'erreur à trouver. Par contre, ceci, si vous observez ici une dispersion des retards en fonction de l'énergie des neutrinos,
là ça peut être beaucoup plus significatif parce que les neutrinos émis par la supernova couvrent une autre gamme d'énergie que ceux du détecteur Opera. Et donc si on voit cette corrélation se dessiner, alors il y a beaucoup plus de chances que ce soit la théorie d'Einstein qui requiert une modification. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, hein. Vous seriez trop bon. Donc, oui, bah, simplement, c'est ce qu'on explique ici, ce que je vous ai dit en quelques mots ici. Hein. Alors, donc maintenant, après tous ces résultats expérimentaux et d'analyse statistique, ben, qu'est-ce qu'on peut dire, disons, qu'est-ce qu'on peut apporter comme critique à cette discussion? Ben, tout d'abord, on va envisager les réactions des scientifiques. On va insister sur la petitesse de l'effet observé, mais rappeler la chaîne de mesure et les effets pris en compte. Et puis je ferai deux comparaisons que vous connaissez bien ici avec l'avance du péril-mercure et l'expérience de Michelson-Morley. Enfin, je les explique un petit peu pour certains d'entre vous qui peut-être ne les connaîtraient pas. Et simplement rappeler ici que d'autres observations sont contradictoires avec celles du grand Sasso. Alors je parlerai peut-être brièvement de la vitesse de groupe et de phase du nombre, et puis on va voir quelques explications alternatives. Alors disons qu'en gros, il y a trois réactions de scientifiques qui se sont fait jour, disons, après l'expérience, après la publication des résultats provisoires, en tout cas de l'expérience du Grand Sasso. Donc ceux qui spéculent sur les conséquences qu'aurait la découverte d'Opera si elle s'avérait exacte, donc si elle était avérée. Ceux qui contestent la validité expérimentale du résultat, et donc qui recherchent des erreurs systématiques sous-estimées qui expliqueraient ce décalage de 62 nanosecondes dans le cadre de la physique connue, c'est-à-dire en sauvegardant la théorie d'Einstein. Et puis à ceux qui réfutent l'interprétation supraluminique du résultat d'Opera, et des physiciens là-dedans qui sont très connus et qui ne sont pas des physiciens, donc, je veux dire, tombés de la première pluie. Hein. Alors, pour vous donner donc une comparaison, on se trouve un petit peu dans la situation dans laquelle, avant la théorie d'Einstein, on a souligné l'avance du péril de Mercure par rapport au Soleil. Alors là aussi, il faut peut-être apporter une ou deux précisions. Donc vous savez que les ellipses sont des figures décrites par les planètes qui tournent autour du Soleil. Et on a l'habitude de dire que la théorie d'Einstein permet d'expliquer l'avance, c'est-à-dire le décalage progressif du grand axe de l'ellipse de Mercure, en l'occurrence, autour du Soleil. Ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, ce qui est déjà plus que 100 fois plus grand que le résidu qu'on doit attribuer à Einstein. Mais alors ça change tout parce que ça veut dire que ici ce n'est pas un phénomène indépendant, je vais dire, de la théorie, c'est un phénomène qui est lié aussi bien à la théorie de Newton qu'à la théorie d'Einstein, mais il est un peu plus important dans la théorie d'Einstein. Et la différence de 43 secondes, c'est donc moins d'1% de cette différence entre ce que prévoit la théorie de Newton et ce que l'on observe expérimentalement. Donc du coup, ça devient déjà plus difficile à défendre comme une preuve, disons, de la théorie d'Einstein. Et on comprend que longtemps, les astronomes se soient opposés à cette interprétation, disons, de 43 secondes d'avance par siècle supplémentaire que prévoit donc la théorie d'Einstein. Bon, ben, les formules d'Einstein rendent compte de l'avance du péril de Mercure, peut-être un tout petit peu moins bien de l'avance des autres planètes, mais ça reste tout à fait de l'ordre de grandeur, et donc c'est tout à fait compatible. Et bien sûr, ce qui a changé ici pour nous, c'est notre vision du monde. L'espace est minkowskien, c'est-à-dire euclidien et plat dans la théorie de Newton. Et vous le savez comme moi, on dit que l'espace est courbé par la présence de masse, et donc la lumière emprunte un chemin différent, et donc les orbites planétaires se modifient un petit peu autrement que dans la théorie de Newton. Et donc, voilà. Mais maintenant, supposez qu'à l'époque de Newton, ce phénomène, au lieu d'être petit, aurait été aussi grand que celui qu'on observe par exemple dans un pulsar binaire, comme on l'appelle, donc deux étoiles de forte masse qui tournent l'une autour de l'autre. Ah ben là, ça aurait été différent. Si on avait observé par exemple deux étoiles massives en tournant l'une autour de l'autre, ben, voir le grand axe de l'orbite de l'une autour de l'autre se décaler, mettons, de quelques degrés par révolution, comme ça peut être le cas pour des pulsars, ben, tout de suite on aurait conclu que la théorie de Newton était fausse. Donc la petitesse de l'écart ici ben, a fait que pendant plusieurs dizaines d'années, on a essayé d'attribuer l'avance en question ben, à des phénomènes comme un aplatissement du Soleil qu'on n'aurait pas remarqué, ou la présence d'une planète opposée qui tournerait forcément à la même vitesse, mettons que la Terre, et qu'on ne verrait donc jamais, ça s'explique très bien, et ce genre de choses. Donc vous voyez, on cherche des explications dans le cadre d'une théorie qu'on connaît bien, donc dans le cadre de la théorie newtonienne. La simplicité, évidemment, est fort discutable, quoi. Alors ici, un petit rappel aussi, ça a été un peu le même cas qui a causé un fameux dilemme, évidemment, chez les physiciens de l'époque, de l'expérience de Michelson-Morley que vous connaissez bien. Donc vous savez que c'est l'expérience
était faite pour déterminer à coup sûr la vitesse de la Terre, de translation de la Terre dans l'espace. C'est un petit peu le pendant translationnel de l'expérience du pendule de Foucault qui était rotationnel, si on veut. Donc le pendule de Foucault, comme vous savez, ça vient mettre en évidence la rotation de la Terre sur elle-même, enfin, l'interprétation simpliste, tandis qu'ici, l'expérience de Michelson consistait, comme vous le voyez, à envoyer à partir d'une source lumineuse un rayon lumineux vers deux miroirs à l'aide d'une lame semi-transparente. Vous voyez ici le faisceau lumineux qui se divise en deux. Donc une partie du faisceau monte ici vers le miroir supérieur, redescend à travers le miroir semi-transparent jusqu'au détecteur, ça peut être votre œil, un écran, une plaque photographique. L'autre partie du faisceau lumineux arrive jusqu'au deuxième miroir, rebondit et revient interférer ici. Et là, on devait observer des franges d'interférence caractéristiques qu'on n'a jamais observées. Ou plutôt, on aurait dû observer un déplacement de ces franges qu'on n'a jamais observé. Et donc, à l'époque, des physiciens étaient prêts à plusieurs interprétations de ce résultat négatif de l'expérience de Michelson. Certains étaient prêts à faire un retour à l'hypothèse géocentrique. La Terre est au centre de l'univers, elle ne bouge pas. Ça explique très bien l'expérience, ok? Mais philosophiquement, c'est évidemment très peu défendable. D'autres ont essayé de critiquer l'expérience, qui était mal foutue. Ouais, mais pas de chance, Michelson était un observateur réputé pour son sérieux et pour la qualité de toutes ses expériences, donc ça ne pouvait pas marcher. D'autres physiciens étaient prêts à revenir à l'hypothèse corpusculaire de la lumière, puisqu'aussi bien l'effet photoélectrique le montrait. Mais alors, ça aurait voulu dire, dans ce cas-là, que la vitesse de la lumière se composait avec celle de la source. Alors voilà un exemple qui montre la différence entre la théorie ondulatoire et la théorie corpusculaire. Je crois que c'est important à bien comprendre aussi, parce que ça donne peut-être un autre regard sur l'interprétation des neutrinos. Donc vous savez qu'une source qui se rapproche, sa lumière est reportée vers les fréquences bleues, tandis que si la source s'éloigne, la lumière est étirée vers les fréquences rouges. C'est le fameux redshift que les galaxies présentent par rapport à nous. Alors, dans cette théorie-là, où vous avez affaire à l'hypothèse ondulatoire de la lumière se présente comme une onde. Mais une onde de quoi? Du champ électromagnétique moyen qui baigne l'univers, si vous voulez. Et donc, l'onde qui part d'une source lumineuse, une fois qu'elle est en quelque sorte prise en charge par le milieu, elle se découple de la source, et donc sa vitesse n'a plus rien à voir avec la vitesse de la source. Donc, on peut comprendre que dans l'hypothèse ondulatoire, la lumière se déplace à la même vitesse parce qu'elle n'est pas liée en quelque sorte à la source. Mais c'est différent si vous considérez l'hypothèse corpusculaire. Donc ici c'est le même dessin, mais enfin bon, il marche bien pour l'interprétation corpusculaire. Imaginez la lumière ici qui émette la source lumineuse qui émette de la lumière vers l'observateur ici. Et supposons que ce soit un corpuscule qui est éjecté, disons. Oui, mais sa vitesse se compose avec celle, en l'occurrence de l'étoile ici. Donc, vous voyez l'étoile qui se déplace, mettons ici, voilà, vers la gauche. Sa vitesse provoque une diminution de la vitesse du corpuscule lumineux qui est envoyé vers l'observateur. C'est l'inverse ici, puisque au moment, vous le voyez ici en haut, quand l'étoile se rapproche de l'observateur, sa vitesse accroît celle de la particule en question. Alors ce qui pourrait se faire, c'est que la particule qui était émise ici en dessous, elle va plus lentement. Elle pourrait très bien être rattrapée par l'autre qui a été émise plus tard, mais qui va plus vite. Les deux arrivent en même temps à l'œil de l'observateur, qui aurait donc l'impression de voir l'étoile simultanément ici en haut et en bas, ce qu'on n'observe jamais. D'accord? Donc l'hypothèse corpusculaire n'est pas défendable non plus. Donc vous voyez, aussi bien l'hypothèse ondulatoire que l'hypothèse corpusculaire ne peut pas servir à expliquer l'échec de l'expérience de Michelson-Morley. Et donc forcément, c'est la théorie d'Einstein qui a résolu tout cela. Donc nous avons ici la supernova de 1987 qui donne une certaine contrainte sur le retard que pourra avoir la lumière par rapport aux neutrinos si ceux-ci allaient plus vite. Mais d'autres auteurs, bon c'est un peu compliqué ici, je ne vais pas faire le détail, mais d'autres auteurs ont pensé que peut-être on n'avait pas utilisé correctement les données transmises par le GPS parce qu'on n'aurait pas tenu compte de la relativité d'Einstein qui ferait que la distance, on va dire comme ça, la distance qui sépare le satellite qui transmet les informations GPS, la distance vue par le satellite jusqu'au détecteur Opéra n'est pas la même que celle qui est vue de l'autre côté vers le CERN. Il y a des auteurs qui ont essayé de défendre ça. Enfin, je crois quand même que les expérimentateurs du CERN sont assez sérieux. Si le GPS marche, je vous le rappelle, même votre GPS monté sur le véhicule, c'est parce que pour le faire marcher, on tient compte des équations de la relativité, justement. Donc vous voyez, c'est le genre d'argument que certains essayent d'opposer à l'échec de l'expérience du Grand Sasso, donc l'expérience Opéra, mais je ne vous dirai pas tout ce dont il a été tenu compte. Vous avez vu tantôt, on a tenu compte, par exemple, du déplacement, de la dérive des continents, pour mesurer la distance de la ligne de base des neutrinos. On a aussi tenu compte de l'effet de marée.
on a tenu compte, vous vous rappelez le tunnel en quelque sorte que le neutrino empruntait, qui le faisait passer à 11 km sous terre, hein. Eh bien, à 11 km de profondeur, la gravité est un petit peu différente que sur Terre, que à la surface de la Terre, hein. Eh bien, on en a tenu compte dans le retard possible de la lumière sur les neutrinos, ou l'inverse de l'avance exagérée, disons, des neutrinos sur la lumière. On a tenu compte d'à peu près tous les paramètres possibles et imaginables. C'est parce que je n'ai vraiment pas le temps de vous les détailler tous ici, mais tous les paramètres qu'on a pu prendre en compte, y compris ce qu'on appelle l'effet Sagnac de la rotation terrestre, hein. Donc la Terre est en train de tourner sur elle-même. Ceci modifie un petit peu le temps de parcours de la lumière ou des neutrinos qui se déplacent dans une direction donnée, hein, selon le moment de la journée. On a tenu compte de l'effet de rotation de la Terre autour du Soleil, des marées que peuvent provoquer et la Lune et le Soleil sur le faisceau, et ainsi de suite. Donc on a même pris en compte l'effet gravitationnel de toute la galaxie, et tout ça est insuffisant pour rendre compte des 60 nanosecondes. Alors, en fait, il ne faut pas non plus toujours dire que les vitesses supraluminiques sont interdites, hein, parce que Einstein l'a dit une fois pour toutes. Ce n'est pas exactement ça. En fait, on observe des vitesses supraluminiques, mais qui sont ici, en l'occurrence, un effet d'optique. Par exemple, quand vous avez une source ici, lumineuse, ou disons un objet qui se déplace, mais il faut qu'il se déplace déjà assez vite, hein, par rapport à la lumière. Quand il se déplace dans une direction légèrement oblique par rapport à un observateur qui se trouverait lui dans cette direction-ci, donc mettons que l'observateur est ici, si la source se déplace très rapidement ici, en fonction de l'angle d'observation ici, on peut avoir l'impression que la source se déplace plus vite que la lumière. Alors comment est-ce que ça se passe? Vous avez un exemple ici, c'est la galaxie NGC 4261, donc les jets qu'on détecte ici sont supraluminiques en apparence, donc se déplacent à une vitesse plus grande. Et bien en fait, ces courbes qu'on a calculées, je ne vais pas évidemment refaire le détail du calcul ici, ces courbes qu'on a calculées montrent que ici, donc la valeur du bêta observé, c'est le rapport de la vitesse observée à celle de la lumière. Donc ça veut dire ici, si vous observez 0, c'est que l'objet est immobile. Si vous observez 1 ici, pour le bêta en question, c'est que l'objet semble se déplacer à la vitesse de la lumière. 2, c'est le double, 4 le quadruple, et ainsi de suite. Mais vous voyez que la vitesse réelle, c'est le bêta qui est donné ici. Ben, lui ne va jamais dépasser la vitesse de la lumière proprement dite. Donc selon l'angle d'observation, vous vous rappelez l'angle θ tout à l'heure, hein, et bien selon l'angle θ ici, vous aurez l'impression que certaines sources peuvent aller 6 ou 7 ou 10 ou 100 fois plus vite que la lumière éventuellement. Donc la vitesse supraluminique n'est pas là une vitesse physique, c'est un effet évidemment, une espèce d'illusion d'optique si vous voulez. Par contre, vous avez aussi des effets qu'on pourrait appeler réellement supraluminiques au sens de la mécanique quantique, parce qu'un photon ou un électron qui traverse par effet tunnel, c'est un effet que vous connaissez sans doute en mécanique quantique, une barrière quantique peut manifester un délai de traversée plus court que celui mis par la lumière pour une distance équivalente. Donc c'est la différence que vous voyez ici entre, je vais dire, la courbe rouge, hein, qui représente le passage de la lumière à travers une barrière de potentiel quantique, disons ici. Donc compte tenu de l'épaisseur de la barrière, le sommet du paquet d'ondes est réduit ici, et semble être passé plus vite que la lumière, disons, à travers la barrière. Ce phénomène est bien connu, il est appelé effet Hartmann, mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette vitesse de transmission apparente, disons, pour transporter de l'information. Donc quand on dit que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, en réalité, c'est un signal physique qui transporte une information qui ne peut pas aller plus vite que la lumière. Mais certains phénomènes peuvent être, comment vais-je dire, à la source de ce qu'on pourrait appeler une illusion d'optique, effectivement, à ce point-là. Par exemple, ici, vous avez la différence entre ce qu'on appelle la vitesse de phase et de groupe d'une superposition de deux ondes monochromatiques. Alors, ce phénomène aussi peut affecter la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vitesse de phase et vitesse de groupe? Et bien, quand vous composez deux ondes, ben, si elles n'ont pas tout à fait la même fréquence, disons, elles peuvent à certains moments s'amplifier l'une l'autre, elles s'additionnent en quelque sorte, à d'autres moments elles se détruisent ici. Alors, le point rouge ici, on vous dit qu'il avance à la vitesse de phase, et les points verts à la vitesse de groupe. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ben, la vitesse de groupe, c'est simplement la vitesse d'ensemble, disons, de l'onde. Hein, ce sera en quelque sorte le paquet d'ondes qui avance ici à la vitesse, disons, du point vert. Mais dans le paquet d'ondes lui-même, les ondes peuvent avancer plus vite. C'est un petit peu un phénomène, vous avez peut-être déjà observé ça. À la surface d'un étang, quand vous avez le vent qui souffle, disons, assez régulièrement, et qui provoque l'apparition d'un petit frisbee comme ça, eh peut-être vous avez déjà observé que le groupe avance à une certaine vitesse,
mais qu'à l'intérieur du groupe, les vaguelettes, disons, semblent avancer un petit peu plus vite. Donc elles semblent se déplacer plus vite que le groupe lui-même. Eh bien, imaginez que ceci, ce sera en quelque sorte le photon de lumière, au sens Einstein, et ceci serait la vitesse de phase de l'onde associée. Donc dans certains cas, ce qu'on pourrait appeler l'onde lumineuse associée au photon pourrait se déplacer plus vite que le photon lui-même, en quelque sorte. Mais ça ne pourrait pas servir à transporter de l'information, on pourrait simplement le détecter, c'est peut-être ce qui se passe, ou quelque chose d'analogue dans le détecteur Opera. Alors un petit peu plus loin, voyons voir ce que je pourrais vous donner d'autre ici. J'ai déjà beaucoup parlé. Excusez-moi de le répéter parce que je suis en train de... On a encore le temps, non? Oui, oui, quand tu as donné la réponse. Vous êtes sur des charbons ardents. Vous aimeriez avoir la réponse, mais vous ne la donnerez pas tout de suite. C'est un petit peu sadique comme ça. Bon, alors ici, donc, ce que je veux dire... Ah oui, donc vous avez la formule Einstein, évidemment, que vous connaissez bien. Que se passerait-il si maintenant un corps allait plus vite que la lumière? Les mathématiciens savent bien ça. Si V devient plus grand que C, ici, donc la vitesse de la particule devient plus grande que la vitesse de la lumière, l'expression sous le radical devient négative, et l'énergie ici prend une valeur imaginaire, comme les mathématiciens l'appellent. Alors, qu'est-ce que c'est une énergie imaginaire, une masse imaginaire? On ne peut pas trop se le représenter, mais je vais aussi revenir dans un instant. Alors, disons que le résultat de toutes les observations que l'on a pu faire au détecteur Opera, eh bien, ça se reporte aussi sur les courbes ici qui traduisent la reconstruction en quelque sorte en rouge. Alors, si les neutrinos étaient réellement superluminiques ici, eh bien, il semble qu'on doit remplacer la courbe observée à Opera par une courbe qui montrerait une coupure nette dans l'énergie des neutrinos qu'on détecte. On ne verrait pas de neutrinos, si vous voulez, qui auraient une énergie plus grande que plus ou moins une vingtaine de gigaélectronvolts ici. Donc toute cette partie ici de la courbe devrait être nulle si on compte, disons, tout ce qui est au-dessus de 15 gigaélectronvolts, ce qui laisserait sous-entendre que Opera souffrirait d'un défaut quelque part qui expliquerait les 60 nanosecondes. Alors par exemple ici, ce que je vous ai dit de la supernova tout à l'heure, vous allez le voir ici, la supernova de 1987 impose comme contrainte éventuelle à la vitesse des neutrinos de ne pas pouvoir dépasser celle de la lumière de plus d'une partie par milliard. Le détecteur japonais Kamiokande et IceCube, qui est le grand détecteur que l'on construit au pôle sud pour l'instant, donc qui fait 1 km3 rempli de détecteurs de tout genre, impose une limite encore plus drastique ici. Et vous voyez que Opera Claim, ici, donc la revendication en quelque sorte de Opera, c'est de dire que la vitesse des neutrinos serait quelque chose comme 200 millièmes plus grande que la vitesse de la lumière. Par contre, aussi, on connaît un autre détecteur qui travaille dans la même région, donc du Grand Sasso, etc., qui s'appelle Icarus, et qui, lui, apparemment donne une contrainte, mais qui est en contradiction avec les observations du LNGS, donc du laboratoire du Grand Sasso. Alors voilà, donc, pour l'instant, on est en train de débattre de toutes ces questions. Et alors, je reviens un petit moment, comme je vous l'avais promis, sur les neutrinos solaires. Donc, pendant une vingtaine d'années, le mystère est resté inexpliqué du manque de neutrinos, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'on découvre par la théorie le phénomène d'oscillation des neutrinos. Donc je vais expliquer brièvement que les neutrinos peuvent occuper trois formes. Donc il y a des neutrinos électroniques, disons, des neutrinos muoniques et des neutrinos toïdes qui peuvent se transformer les uns dans les autres. Et le taux de transformation dépend de leur différence de masse, ou plus exactement de la différence du carré des masses. Et quand on a eu découvert ça, on s'est rendu compte que dans leur trajet depuis le Soleil jusqu'à la Terre, les neutrinos pouvaient effectivement passer d'une forme à l'autre, mais comme le détecteur qui était chargé de les détecter ne détectait que les électroniques, je ne sais plus lequel c'est ici, enfin c'est un des trois ici, je ne sais plus si c'est le jaune, le rouge ou le bleu, il ne détectait pas les deux autres, donc il ne détectait au total qu'un tiers des neutrinos. Et voilà pourquoi il manquait 2 tiers de neutrinos. Mais il a fallu qu'on attende que le phénomène soit effectivement, disons, vérifié théoriquement et détecté donc expérimentalement. Donc par exemple, les neutrinos dont je vous ai parlé dans le cycle CNO ici, ce sont des neutrinos électroniques. Le temps qu'ils arrivent sur Terre, une bonne partie d'entre eux peut s'être transformée en neutrinos muoniques ou en neutrinos toïdes. Évidemment, ceci est une vue un petit peu d'artiste, il faudrait que vous puissiez soulever de temps en temps. Alors ici, bon, rapidement encore une explication possible, non pas une explication, plutôt une critique, disons. Alors je vous avais dit aussi que je vous reparlerai un instant de la radiation de Cherenkov. À quoi est-elle due? Mais quand vous avez une particule chargée essentiellement qui se déplace dans un milieu
à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière dans ce milieu, qui peut toujours être inférieure à 300 000 km par seconde, eh bien, elle peut donner naissance à ce rayonnement de Cherenkov qui illumine les piscines nucléaires qui bordent les réacteurs nucléaires ici. Donc, ce rayonnement de Cherenkov est dû au fait que la vitesse de la lumière est la plus grande vitesse dans le vide, où elle atteint, enfin pas 300 000, mais 299 792, etc., km par seconde. Donc, si des particules se déplacent dans un milieu comme l'eau à une vitesse inférieure à 300 000, mettons 260 000, mais plus grande que la vitesse de la lumière, mettons 240 000 dans ce milieu-là, ben, forcément ces particules-là vont plus vite que la lumière, et alors elles sont la source d'un rayonnement que Cherenkov a caractérisé, et qui donc donne ce rayonnement-là. Alors, Cohen et Glashow, les deux physiciens dont je vous ai parlé un instant tout à l'heure, en vous disant que ce n'était pas des moindres, se sont rendus compte que si les neutrinos allaient plus vite que la lumière, donc si l'expérience Opéra était avérée, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? À certains moments, ces neutrinos, disons pour une énergie minimum donnée, ben, ils devraient forcément aller plus vite que les électrons les plus rapides possibles dans le milieu, car les électrons, eux, sont toujours plus lents que la lumière. Et donc, de temps en temps, ils devraient donner naissance, mais on a calculé que c'est une fois sur, je crois, 1 ou 2 milliards, ils devraient donner naissance à une paire d'électrons-positrons qu'on devrait voir apparaître dans le détecteur Opéra. Alors, comme on ne les voit pas apparaître, ben, Cohen et Glashow en ont déduit que donc ce n'était pas possible. Alors ici, bon, c'est pour illustrer les tachyons, bon, je n'ai pas eu le temps de faire un commentaire là-dessus, simplement les tachyons, ce sont des particules hypothétiques qui se déplaceraient à une vitesse toujours supérieure à celle de la lumière, mais la théorie en a été faite, de sorte que si on les découvrait un jour, en quelque sorte, ce ne serait pas anormal. On peut faire une théorie de particules qui se déplacent plus vite que la lumière. La seule chose qu'il y a, c'est que dans le cadre actuel de nos connaissances, ben, ce qu'Einstein a dit à propos de la lumière, ça reste vrai. Aucun objet matériel ne peut se déplacer plus vite que la lumière, ou transporter un signal au sens habituel du terme plus vite que la lumière, mais des vitesses plus élevées que celles de la lumière sont donc malgré tout théoriquement possibles. Alors c'est pour ça que donc les expérimentateurs du CERN et du LNGS, ils attendent les résultats d'autres expériences. On a parlé tout à l'heure de l'expérience de Kamioka avec le détecteur super Kamiokande, ici qui met des contraintes plus strictes sur l'excès de vitesse des neutrinos par rapport à la lumière. D'autres expériences sont menées au Japon ici. Je les ai trouvées malheureusement partout comment est-ce qu'on appelle encore les termes japonais, là, les figures japonaises, les katanas, c'est ça, non? Alors je viens de me rabattre sur les de la terre. Désolé. Alors, vous avez ici des expériences comme celle Minos qui est très attendue ici. C'est une expérience un petit peu du même genre dans la région des Grands Lacs, ici vous voyez, à partir du Fermilab et qui irait donc ici longer les Grands Lacs pour terminer sur le détecteur Minos. Je ne sais plus la signification exacte de l'acronyme, je l'ai noté quelque part, où vous avez un petit peu comme un super Kamiokande, des détecteurs donc, de ces fameux gamma qui seraient émis par les neutrinos, donc on détecterait ainsi indirectement. Voici par exemple l'expérience qu'on appelle T2K, Tokai to Kamioka, donc les neutrinos qui seraient émis dans un laboratoire du côté de Tokai, à l'est du Japon ici, sont envoyés vers Super Kamiokande. Il y a aussi des expériences prévues à Chaux en France, donc tout près de chez nous, et qui seraient destinées à compléter ou à donner un avis contradictoire, disons, sur l'expérience Opéra. Alors, une conclusion maintenant, parce que deux hypothèses sont malgré tout encore en vigueur pour l'instant, ou bien l'effet n'est qu'apparent, bien sûr, ou bien il est réel. Il n'y a que ça qui puisse encore être... là, je vais quand même apporter quelque chose. Vous n'attendiez pas ça, je suis Bon, alors, qu'est-ce qui se passe si l'effet n'est qu'apparent ou s'il est réel? Tout d'abord, une petite remarque sur la relation entre la petitesse des erreurs et leur nombre à prendre en considération. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'effet du déplacement du périhélie de Mercure. Je vous ai montré combien le déplacement était petit, car les 43 secondes par siècle ne sont pas un phénomène donc, isolé, mais ils accompagnent en fait un phénomène beaucoup plus grand, celui des 5600 secondes d'écart en fait. En fait, la petitesse des erreurs, c'est un petit peu gênant, parce qu'à un niveau de précision croissant auquel vous travaillez, vous devez non seulement tenir compte des erreurs déjà connues, mais avec une précision plus grande, mais vous voyez évidemment surgir de nouvelles erreurs qui étaient indétectables jusque-là. Et donc, par exemple, l'expérience Opéra, avant les expériences de 2009, 2010 et 2011, on avait déjà mesuré la vitesse des neutrinos en 2006.
Mais là, les GPS n'étaient pas assez précis et ils donnaient une erreur de 100 nanosecondes, donc qui est plus grande que les 60 dont je parle ici. Alors les 100 nanosecondes ont fait qu'à l'époque, on a rejeté les résultats de l'expérience. Mais ici, les résultats de 60 nanosecondes d'avance théorique sur la lumière, enfin d'avance plutôt observée sur la lumière, apparemment, on semble ne pas pouvoir y échapper. Alors, l'interprétation, de nouveau, que faut-il en penser? Est-ce qu'il y a un phénomène qu'on a mal évalué? Est-ce qu'il y a un phénomène dont on n'a pas tenu compte? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose à découvrir? Ou réellement, est-ce que la théorie d'Einstein est à jeter à la poubelle? Donc voilà la signification de l'universal. Main Injector Neutrino Oscillation Study. Alors, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Quand le LEP a été mis en activité, on s'est rendu compte que les faisceaux d'électrons, donc et de positrons, ont été perturbés par un courant électrique à l'origine inconnue. Voilà, il était dû à la présence du TGV. Alors, il a fallu qu'on s'en rende compte. L'influence des marées terrestres qui déforment le sol et modifient la longueur de l'anneau. Mais l'incident le plus insolite, vous voyez, on essaie de faire circuler les faisceaux plusieurs fois. Les protons refusaient de faire plus de 15 tours. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a 2 bouteilles de bière vide qui traînaient là, avant de... Donc voilà. Vous voyez, la publicité qui a été tirée. Hein, donc, est-ce que c'est un phénomène du genre? Est-ce que la bière accélérerait les neutrinos? Qui sait? Alors voilà, on en revient à la petite interrogation que je vous avais promise. Hein. Est-ce que vous voyez l'incohérence du dessin par rapport au résultat? Oui. Il tire plus vite que son ombre. Il tire plus vite que son ombre, oui, d'accord. S'il tire des neutrinos, pas de problème. Hein, si les neutrinos sont réellement plus rapides. Alors où est le problème que je vous pose? Bon, écoutez, je vous ai parlé tantôt, mais il y en a peut-être la réponse, je n'ai pas entendu. La mèche. Parlez bien fort. Oui. Pour le foulard et pour les cheveux, la mèche. La mèche de cheveux et le Ah, foulard. oui. Les cheveux, la mauvaise. Oui, c'est possible. Mais voilà, donc la mèche ici est à droite, donc là elle apparaît de l'autre côté. Est-ce que la lumière aurait subi aussi un phénomène d'oscillation? Le foulard, même chose. Il a changé de côté en attendant. Alors, le revolver, oui, mais là c'est normal, puisque la lumière... Hein. Par contre, s'il a tiré des particules qui vont réellement plus vite que la lumière, ce sont des neutrinos, qui interagissent très peu avec la matière, donc avec la palissade aussi. Donc il devrait passer sans faire de trou. Ah. Alors ça peut donner... Ah oui, donc je ne vous en ai pas parlé, mais si vous avez des particules qui vont plus vite que la lumière et qui donc ne peuvent pas transporter de l'information, la notion de causalité qui est à remettre, qui est au cœur de la physique, je veux dire, est à remettre en question alors. Hein. Si vous allez plus vite que la lumière, vous pourriez apparaître à un endroit avant d'être parti d'un autre. Okay. Ça m'est arrivé la première fois avec un avion que j'ai pris de Bruxelles à Londres. On est parti à midi et on est arrivé à midi moins 5. Enfin là, c'est un autre phénomène. Voilà le genre de blague auquel ça donne naissance. Nous ne servons pas les neutrinos qui se déplacent plus vite que la lumière, dit le barman. Il commande un whisky, un neutrino entre dans un bar. Non? Il y en a qui n'ont pas compris. Pas vous faire cet injure-là. Alors, si la théorie d'Einstein est donc en fait la vraie théorie, je veux dire, et qu'il reste encore des choses à découvrir, nous devons accepter alors que la vitesse limite que la théorie d'Einstein impose, c'est donc bien celle que je vous ai dit tantôt de la vitesse de la lumière, qui est donc à la fois un maximum et un minimum, puisqu'elle est constante, d'accord? Donc, ce sera un petit peu comme sur une autoroute où vous ne pouvez rouler ni plus vite ni moins vite que 120 km/h, d'accord? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, est-ce que les expérimentateurs du CERN ont bien tenu compte de tout? Est-ce que donc il faudra remettre en question la théorie d'Einstein? Ou bien est-ce que c'est celui-ci finalement qui aura raison et qui pourra faire un pied de nez à tous ces contradicteurs? Je vous remercie. Merci Marco. Montrer comment la police de la physique est un endroit très simple et très compliqué. Ça dépend du point de vue. On n'a pas eu de lampe de bois en tout cas. Peut-être qu'il n'y a plus pas de questions, et puis après je ne juge pas les questions. Oui, monsieur. En fait, on ne marque bien la lumière. Il y a encore de grands mystères. Oui. Est-ce que vous pouvez quand même, il y a
quelques mots sur la lumière. Quand il y avait les terres avant, on avait une base comme la radiation et tout ça, mais on fait la lumière. Oui, ben simplement, donc, les deux hypothèses que j'ai évoquées, bien sûr, aujourd'hui, on pense plutôt que la lumière est faite de photons, mais le photon est un grain de lumière au sens d'Einstein qui n'a pas exactement les propriétés des grains de lumière que Newton envisageait. Pour Newton, ben, les grains de lumière qu'il a envisagés, c'est comme des petites billes de billard, quoi, extrêmement petites, mais qui avaient une masse normale qui se déplace à 300 000 km par seconde, si on veut, et c'est tout. Tandis que le photon qui se déplace lui-même à la vitesse de la lumière, ben, d'après la formule Einstein que je vous ai montrée, ben, s'il avait une masse au repos, comme on l'appelle, une masse au repos non nulle, ben, en se déplaçant à la vitesse de la lumière, cette masse serait théoriquement infinie, ce qui n'arrive pas. Donc la seule manière mathématiquement, disons, de résoudre le problème, c'est de supposer qu'une quantité divisée par 0, pour donner un résultat fini, elle doit elle-même être nulle. Donc c'est comme ça que les physiciens disent que le photon a une masse au repos nulle. Donc ça sous-entend que si vous pouvez prendre un photon en main, l'arrêter sur place, d'accord, ben, vous ne pourriez pas mesurer de masse. Évidemment, c'est une opération de pensée qui n'est pas possible en pratique. Mais ça veut dire aussi que toutes les particules qui ont une masse nulle doivent se déplacer à la vitesse de la lumière. Alors, c'est un peu contradictoire avec les expériences, puisque certaines expériences qui étaient censées mesurer la masse des neutrinos, pour détecter s'ils avaient vraiment une masse, ben, on croit avoir détecté une masse, ou en tout cas une limite supérieure à cette masse, donc de sorte que si les neutrinos, chacun pour son compte, disons, avait une masse bien définie, plus grande que cette masse-là, ben, on l'aurait détecté à coup sûr. Donc si on n'a pas fait, c'est qu'ils ont une masse inférieure, mais s'ils ont une masse différente de 0, ils ne peuvent pas se déplacer à la vitesse de la lumière, ils doivent se déplacer plus lentement que la lumière. Alors s'ils se déplacent plus vite, ils ont une masse imaginaire, mais qu'est-ce que c'est une masse imaginaire, vous voyez? Alors c'est pour ça qu'il y a des physiciens qui n'ont pas hésité à dire que si réellement les neutrinos se déplacent plus vite que la lumière, ben, peut-être que l'explication est tout à fait différente. Et il y en a qui n'ont pas hésité à envisager des espaces hypothétiques à 4 dimensions que les neutrinos emprunteraient, ce genre de choses. Mais il ne faut pas en rire, hein, puisque forcément c'est quelque chose de crucial qu'on mesure ici. Il faut se rendre compte de l'importance de l'expérience au niveau de la physique théorique. Hein. Donc si réellement l'expérience au CERN est avérée, ben là il y a vraiment de quoi se poser des questions. Mais on peut aussi être dans l'hypothèse des physiciens qui pensent que... Et si elle n'est pas avérée, est-ce qu'on aura perdu tout le temps ce temps de recherche, ou bien ça va servir quand même à quelque chose, à ton avis? Les physiciens ont l'art de perdre du temps, c'est pas incroyable. Ah non, mais bien sûr que le temps qu'on perd, entre guillemets, à vérifier une théorie, ben, si ça montre que la théorie est fausse, ben, simplement on change de théorie, on essaie d'améliorer notre connaissance de l'univers, et si elle montre que apparemment on s'est trompé, ben, c'est pas grave, on continue à perdre du temps. Mais je chose, comment le dire, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Oui. Hein, c'est une vibration. De même, quand je jette une pierre dans l'eau, l'eau ne bouge pas. C'est une onde qui s'en va. Est-ce qu'on peut dire littéralement, parce qu'on a dans le domaine de la sémantique, de définition de l'eau, est-ce qu'on peut dire que 310 km à la seconde, ça veut dire par exemple, un photon, hein, une particule, se déplace sur une distance de 300 000 km à la seconde? C'est vrai. Oui, ce n'est pas une question d'ondes, en fait, qui agissent les unes sur les autres. Ben non, c'est ça le problème, justement, parce que c'est facile de poser des questions qui n'ont pas de réponse. Si vous me demandez ce que c'est un atome, ben, je vous dirais qu'il est constitué de protons, de neutrons et d'électrons. Aussitôt, vous allez me demander, ben, c'est quoi un proton? Ben, je dirais c'est composé de quarks. Ah oui, mais c'est quoi un quark? Ah ben, il est composé de ceci. Et c'est sans fin, si vous voulez. Donc, c'est un peu un genre de question qui n'est pas tout à fait inutile, bien sûr, hein, parce qu'il permet d'avoir une connaissance toujours plus approfondie de la matière. Mais pour la lumière, c'est ce que je vous ai montré tantôt. Hein. Donc, on peut toujours interpréter une certaine classe de phénomènes, hein, ceux où la lumière se propage, disons, comme étant des phénomènes ondulatoires, et ceux où la lumière interagit avec la matière, ben, ce sont des phénomènes finalement où la lumière peut être traitée comme corpuscule. Mais ce sont, comme on a l'habitude de le dire aussi, deux aspects d'un même être qui nous échappent. Donc si vous me demandez ce que c'est la lumière, je vous dirais que je n'en sais rien malheureusement, mais qu'elle a deux aspects, elle apparaît sous deux formes en quelque sorte. On peut dire que la difficulté que M. Va, et n'est pas le seul à l'avoir, c'est d'imaginer quelque chose aussi, et on se demande ce qui aussi. Hein. Et quelqu'un a pu dire, et c'est très amusant,
c'est donc le sujet du verbe ondulé, quoi. Hein, donc c'est un peu une boutade. Maintenant, plus généralement, dans la théorie d'Einstein et d'autres théories modernes, il y a la notion de champ. C'est un champ électromagnétique, comme il y a un champ gravifique et d'autres champs de la physique, et on n'a pas toujours un modèle mécanique pour dire ce qui bouge, quoi. Vous savez, en allant beaucoup plus loin encore, hein, on peut déjà se dire aussi, qu'est-ce que nous voyons de l'univers? C'est ce que nos cinq sens nous apportent. Ils sont fort limités. On a l'habitude de dire aussi, imaginez un petit peu que vos yeux soient sensibles à l'ultraviolet, ou au rayon X, ou au rayon gamma, ben vous aurez déjà une vue complètement différente de ce que c'est l'univers. Alors qu'est-ce que notre cerveau, qu'est-ce que notre physiologie nous donne à voir de l'univers? Ben, après tout, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui se cache derrière la matière, derrière l'espace, derrière le temps, etc. Ce sont des choses qui nous apparaissent et qui sont peut-être à remettre en cause suite à des expériences comme Opéra. Maintenant, je ne dis pas, peut-être que dans 15 jours, ou peut-être aujourd'hui même, on a montré qu'on s'est trompé dans les mesures faites à Opéra. Mais quand je vous dis tout ce qui a été pris en compte dans les mesures, c'est absolument affolant. Tout ça qu'on a pensé, vous avez vu le déplacement, la dérive de la croûte terrestre. Vous avez vu, on a mesuré aussi, par exemple, à un moment donné, je montre une fibre optique là, qui relie deux appareils de mesure des instants de corrélation temporelle entre l'antenne GPS et le laboratoire souterrain du Grand Sasso, etc. Tout a été minutieusement décortiqué. Alors vous allez me dire, ben, c'est facile, hein, avec l'expérience de l'avance du périhélie de Mercure, les 43 secondes par siècle, on les observait, on les voyait, quoi. Oui, c'est vrai, mais ça paraît quand même beaucoup plus facile. Hein. Vous observez la position de Mercure, ben, il ne faut pas grand-chose pour le faire, il suffit, je vais dire, d'un bon télescope, quoi. Et vous notez la position de Mercure. Et puis ça paraît simple, elle dévie, ben, on regarde si l'appareil n'est pas, si la lentille est bien faite ou le miroir, et puis on contrôle et on constate que... Ici, ça paraît beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que, visiblement, on est en droit de se demander s'il n'y a pas un maillon de la chaîne, il suffit d'un seul, évidemment, pour que l'expérience soit réputée fausse. Même pire que ça, supposons au contraire qu'on trouve que les neutrinos arrivent exactement en même temps que la lumière. Peut-être qu'ils sont réellement plus rapides, mais qu'on a oublié un phénomène qui fait qu'on les croit aussi rapides que la lumière, vous voyez. Et ça, ce serait beaucoup plus difficile à détecter, évidemment. On peut l'imaginer, peut-être qu'on l'imagine gratuitement ici. Mais dire qu'ils arrivent en avance, ben, ça incite à chercher une cause parce que c'est interdit d'après la théorie de la relativité. Enfin, interdit dans les limites de ce qu'on a vu. Hein, Tantôt, il y avait une remarque dans votre texte, vous n'en avez pas parlé. Oui. On parlait, comment avait-je dit, d'un déplacement dans une espèce de cinquième dimension, un raccourci temporel. Ah oui. Ben oui, ça fait partie. Je ne sais plus où c'était. Quelqu'un se rappelle? Je ne sais plus moi-même. Il y avait l'effet quantique ici, il y avait la vitesse supraluminique, il y avait... C'était ici, ah oui, peut-être un raccourci spatio-temporel, c'est ça que vous voulez dire, ouais. Eh oui, ça a une dimension de plus, tu as un tunnel, hein, tu as un tunnel supplémentaire. Oui, voilà, donc c'est un petit peu comme, vous savez, ce phénomène où vous verriez un objet qui disparaît, je vais dire, à notre vue ici, et qui réapparaît instantanément plus loin. Donc pour nous, on aurait l'impression qu'il a parcouru une certaine distance, mais peut-être dans ce genre d'espace à 4 dimensions, en réalité, lui se déplace continuellement dans l'espace, et c'est son trajet normal. Un petit peu comme, qu'est-ce qui faisait ça? C'était les frères ennemis, là, dans un sketch là, où ils apparaissaient derrière, enfin ils se cachaient plutôt derrière un marteau ou je ne sais quoi. Là. Alors il y en a un comme ça qui tordait son bras, et vous voyiez la main évidemment de l'autre qui apparaissait de l'autre côté directement. Mais ça aurait été un petit peu le genre de raccourci spatio-temporel qu'on a évoqué ici. Mais de nouveau, ça devient fort spéculatif ici, évidemment, mais qui dit que ce n'est pas ça en définitive? Si la théorie d'Einstein est à remettre en question, qu'est-ce qui est à remettre en question? Si c'est simplement la vitesse limite, d'après la formule toute simple que j'ai rappelée, la formule la plus simple, disons, de la relativité, je ne sais même plus où je l'ai mis, celle-ci, ben, qu'est-ce qui est à changer? Peut-être qu'on peut se dire que C, en fait, n'est pas la vitesse limite des particules, mais que c'est C plus, comme disait le mathématicien, un petit epsilon. Quoi. Ben alors, à ce moment-là, la vitesse ici peut être plus grande que les 299 792, etc. Mais alors, ça sous-entendrait que les photons eux-mêmes auraient une masse très faible, dont il faudrait détecter la limite supérieure et ce genre de choses, vous voyez. Donc, si ce n'est que ça, c'est un petit peu comme dans l'expérience de Lorentz aussi, que je vous ai dit là. Hein. Si, dans l'expérience de Lorentz, c'était un peu plus haut,
dans l'expérience de Lorentz, eh bien, on a imaginé des explications qui soient, voilà ici, dans l'expérience, pardon, de Michelson-Morley, excusez-moi. Donc, dans l'expérience de Michelson-Morley, on a imaginé des explications qui étaient d'ordre tout à fait différent. Donc, quand je vous ai donné ici le retour à l'hypothèse géocentrique, disons que c'est une solution philosophique au problème. L'expérience malmenée, c'est une expérience, disons, technologique, une explication, pardon, technologique au résultat négatif de l'expérience. Le retour à l'hypothèse corpusculaire de la lumière, c'est une espèce de tentative d'explication par la théorie physique. L'hypothèse de Lorentz, qui imaginait que c'est-à-dire que Lorentz a proposé faute de mieux, comme on dit, mais il n'avait aucune justification de cela. Et enfin, le postulat d'Einstein, qui lui a remis tout en cause. Donc vous voyez que les types d'explications qu'on peut trouver sont radicalement différents. Alors ici, quand on parle des neutrinos qui iraient soi-disant plus vite que la lumière, eh bien, quelle explication allons-nous essayer de trouver? Est-ce que, de nouveau, il s'agit d'une explication philosophique, c'est-à-dire, comment est-ce que je pourrais dire, enfin, disons philosophique, ça est-ce que ce serait une explication technologique? On a oublié le fonctionnement d'une horloge quelque part. Est-ce que ce serait une explication de physique? Par exemple, on a oublié, je ne sais pas moi, on va peut-être trouver une masse quelque part en dessous des Apennins qui font que l'effet relativiste est plus grand que prévu, donc on reste dans le cadre de la théorie. Ou bien est-ce qu'il y a autre chose, finalement, qu'il faut mettre en jeu, à savoir la théorie d'Einstein elle-même? Ou bien peut-être une explication ad hoc, comme Lorentz, l'hypothèse d'une vitesse un peu plus grande que c, qui serait la vraie vitesse limite, vous voyez. Donc on ne sait pas encore dans quelle direction chercher. Donc pour l'instant, c'est clair que ce qu'on va d'abord chercher, c'est si on n'a pas oublié quelque chose. Il est clair que 60 nanosecondes, ça paraît à la fois peu et beaucoup. Ça paraît peu parce que c'est la petite vitesse de l'effet, mais ça doit nous rappeler Mercure, évidemment. Mais ça paraît beaucoup au regard de tout ce que les expérimentateurs, qui sont quand même pas les derniers venus non plus, ont pu détecter. Ils ont apparemment fait un travail de fond, ils ont examiné mais vraiment toutes les possibilités. Enfin, à mon sens, c'est ce que je vois, quoi. Oui. Ce qui est quand même remarquable, indépendamment de la philosophie, etc., c'est qu'on s'est lancé dans la conception de l'expérience. Ça a pris beaucoup de temps, ça nous a pris, oui, je ne voudrais pas dire à combien ça revient, du temps où la précision des horloges atomiques était 10 moins 8. Oui, mais maintenant elle atteint facilement 10 moins 13. Oui, d'accord. Donc 100 000 fois plus précis. précis. On a un temps suffisant pour faire la mesure. On espère même arriver à 10 moins 15. Oui, oui. On vous est lancé un projet pareil, mais sans mon précision, simplement discuter. Oui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas destiné, comme je l'ai rappelé, ce n'était pas destiné à mesurer la vitesse des neutrinos. Ah non. Mais on s'est rendu, donc c'était pour mesurer le taux de transformation des neutrinos muoniques en neutrinos théoriques, et on s'est rendu compte que un des à côté d'expérience pourrait être la mesure des neutrinos. Donc on aurait simplement, évidemment, tout le monde s'attendait à ce que les neutrinos aillent un tout petit peu moins vite que la lumière, ou peut-être tout juste à la vitesse de la lumière s'ils avaient réellement une masse nulle. Et donc c'est après des mois de recherche où ils ont commencé par ramasser toutes les bouteilles de bière qui traînaient, j'imagine, avant d'envisager les autres explications techniques qu'ils ont osé publier, et encore en soumettant à la critique de leur père, ils le disent bien. Oui. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle méthode il veut utiliser Dominos. Quand on veut essayer d'éliminer une erreur technique et compagnie, on emploie deux méthodes totalement différentes pour voir si elles donnent le même résultat. Donc, Frédéric, je ne me suis pas intéressé en particulier au détecteur de Minos, mais si tu veux faire la prochaine conférence là-dessus. Moi, c'est un des éléments quand on veut éliminer une erreur technique dans un des systèmes. Oui, tout à fait. Ici, ce qu'on craint simplement, on voudrait faire cette expérience, mais honnêtement, je n'ai pas eu le temps de regarder les détails de ça, mais c'est du même genre, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que si il y a une erreur systématique que l'on commet entre le CERN et le Grand Sasso, et que cette erreur systématique se reproduit du fait de la structure d'opéra, ou de quelque chose qu'on a systématiquement oublié, mais toujours le même, forcément, comme je dis, peut-être l'existence d'une masse, mettons en dessous des Apennins, une concentration de fer, ou que sais-je, moi, peut-être que ça expliquerait. Donc, l'idée est simplement de changer le lieu de l'expérience, mais le principe reste le même. Il s'agit toujours de mesurer un temps de vol des neutrinos détectés par satellite, ou que sais-je, et de mesurer le temps. Et c'est où Minos? Dans la région des Grands Lacs, à l'ouest des Grands Lacs, entre le Fermilab et je crois que j'avais montré une... Le meilleur des Grands Lacs avec le Pardric. Voilà, ici à gauche. Donc le détecteur de Minos se trouve ici quelque part.
Fermilab est ici et c'est dans la région de Chicago. Marco, Oui. une question peut-être stupide parce que je suis tout à fait avé aussi en physique. Pas Puisque les neutrinos sont susceptibles de se transformer en neutrinos muoniques et théoriques qui sont théoriquement plus lourds, si j'ai bien lu quelque part. Oui, très bien, oui. Donc leur force d'inertie va augmenter. Donc est-ce que pendant le trajet, s'ils se transforment, ils deviennent plus lourds, donc ils pourraient accélérer en quelque sorte? Accélérer. Si tu lances un camion, quand même, plus il est lourd sur une pente, plus il va accélérer. Enfin, Voilà, c'est une pas idée stupide. par hasard. C'est peut-être une idée stupide, mais est-ce qu'on y a pensé? Tu y as pensé, en tout cas, parce que moi je n'y ai pas pensé. Très bien. Non, en fait, disons, le problème est un petit peu du même genre, c'est-à-dire que n'importe quel objet massif, donc dont la masse est strictement différente de zéro, d'après la théorie d'Einstein, si elle est correcte, cette masse-là devrait interdire aux particules d'aller aussi vite que la lumière. On devrait plutôt les freiner. Devrait en quelque sorte les freiner, voilà. Mais alors, il y a aussi des théories, je n'en ai pas parlé, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout non plus, mais qui prévoient que la lumière elle-même peut aller plus vite que 300 000 km/s. Comment il s'appelle maintenant? Il y a quelqu'un qui a imaginé ça que, en fait, le vide interplanétaire ou intersidéral ou intergalactique est en fait le vide au sens de la mécanique quantique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'empêche pas les objets massifs de se déplacer, mais ce vide est en fait un océan de particules, en fait de paires de particules antiparticules virtuelles, comme on dit, qui n'ont jamais le temps, en se formant et en se reformant directement, d'apparaître à l'observateur. Donc leur temps d'observation est beaucoup trop réduit, enfin non, leur temps de vie, pardon, est beaucoup trop réduit pour qu'on puisse les observer. Mais on a imaginé que, par exemple, entre deux plaques chargées, eh bien, au sens de la mécanique quantique, toutes les ondes de vibration, je vais dire, de ce milieu ne peuvent pas prendre naissance entre les deux plaques qui limitent en quelque sorte le nombre des harmoniques, appelons-les ainsi, qui peuvent prendre naissance entre les deux plaques. Et donc, ça ferait un vide un peu plus vite que le vide. Les physiciens ont l'art de parler de manière très ésotérique comme ça. Et donc, la lumière qui, en quelque sorte, serait freinée par l'existence de ces paires de particules antiparticules, pourrait à ce moment-là avoir moins d'interactions et donc se déplacer un peu plus vite. Ça, c'est une première tentative d'explication, mais le phénomène est beaucoup trop faible pour qu'on puisse le mettre en évidence. Il porte sur la 35e décimale ou quelque chose comme ça de la vitesse de la lumière. Par contre, il y a d'autres auteurs, mais avant l'expérience Opéra aussi, qui ont cherché d'autres explications au comportement de la lumière, comme Laurent Notale, qui imagine que la lumière se déplace dans un univers fractal en quelque sorte, donc parcourt une trajectoire qui est toujours de longueur infinie entre deux points, mais elle le fait à une vitesse infinie. Et ça rejoint les problèmes de normalisation, de renormalisation, qui consistent en quelque sorte à combiner deux infinis de manière judicieuse pour qu'ils donnent une quantité finie, à savoir pour nous la vitesse de la lumière. Donc il est fort possible que, selon les conceptions notales, la lumière se déplace à vitesse infinie, en décrivant toujours entre deux points une trajectoire de longueur infinie, mais de nature fractale, donc, et qui ferait que, pour nous, il nous semble qu'elle va de A à B à une vitesse de 300 000 km/s. Et donc ça veut dire que la vitesse de la lumière s'obtiendrait en divisant une longueur infinie par un temps non, je raconte, que le temps fini qu'on obtient s'obtiendrait par la traversée d'un espace infiniment long à une vitesse infinie. Mais voilà. Ça ne simplifie rien. Oui, une question simple. Oui, quelque part. Non. Allez, un bon mouvement. Une question ici. Ah. En fait, vous parlez toujours de la relation d'Einstein dans ce cas-ci, mais maintenant on parle beaucoup de le modèle standard, de l'équation qui est assez barbare. Mais quel est en fait le rôle des neutrinos dans le modèle standard et qu'est-ce qui ça pourrait changer s'ils allaient vraiment à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière? En parlant de manière générale, disons qu'à ce point de vue-là, le modèle standard, on pourrait dire qu'il regroupe un petit peu la relativité et la mécanique quantique au sens habituel du terme. Donc simplement, ce que je viens de dire, c'est toute ma conférence, je ne vais pas la faire ici. Mais je veux dire,